Mon conseil numéro un, c'est vraiment aller vers le client et essayer de vendre votre produit. Vous allez faire face à des non. Avec le temps, les non vont se transformer dans une super école. Mm. Vous allez vous creuser la tête en disant pourquoi il m'a dit non. Mon produit est génial. Et en fait, vous allez vous dire, ok, là, j'ai dit cette phrase-là d'une manière négative, en fait. Ouais. La mission du club, c'est stabiliser l'activité de l'entrepreneur, le faire grandir et sortir de l'opérationnel. Chaque chantier est terminé. Nous prenons le téléphone, pas moi, ni le gestionnaire de chantier, ni les ouvriers, mais quelqu'un d'admin, et appelle le client pour savoir si ça a été. On lui pose 5 questions. Propreté, qualité, rapidité, et si le gestionnaire de chantier était communiquait bien. On pose la question. On peut parler chiffres. À fond. C'est quoi ton chiffre d'affaires annuel? Alors on a fini 2024 et on est à... Alors bonjour Stas. Oui, salut Damien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir invité déjà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, youtubeur aussi, et tu es aussi le fondateur du club business Entreprendre et Vivre, EEV. Alors avant de parler un peu de tes business et de ton club, j'aimerais te proposer qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, parce que tu as un parcours inspirant et aussi un peu atypique. Tu dis dans une de tes vidéos que tu viens de l'URSS, donc la politique russe de l'époque. Et j'aimerais revenir sur un point qui m'a un peu intrigué, c'est que tu dis que tu as grandi dans une époque où tout était gratuit, mais qu'on perdait justement la valorisation des choses. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça et m'expliquer un peu la différence par rapport à aujourd'hui? Merci pour cette question très fondamentale. La valeur des choses que nous faisons aujourd'hui. Je pense que n'importe quel aspect de notre vie doit être valorisé par rapport à un besoin de quelqu'un. Effectivement, je suis né en URSS en 1980 et j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans dans ce système, on va dire. D'accord. Et alors, il faut se dire que la mentalité des gens à l'époque était simple. C'est s'il y avait un bic qui traînait sur le bureau de ton entreprise, les gens pouvaient se dire, je veux le prendre. Ça appartient à personne, donc ça peut m'appartenir à moi aussi. Donc ça appartenait à l'État et quelque part appartenait à tout le monde. Ouais. Et donc cet aspect de valeur et appartenance était inexistant et ça amenait à beaucoup d'abus en fait. Et quand tu vois effectivement l'URSS dans les années 90 et tu vois la société occidentale, tu comprends directement vers où ça peut amener en fait un système politique communiste. Ok. Tu dis une chose intéressante dans tes vidéos, tu dis qu'il faisait très froid, mais au lieu de diminuer le chauffage, il faisait très chaud à la maison, mais au lieu de diminuer le chauffage, vous ouvriez la fenêtre. Et du coup, aujourd'hui, si on fait ça en Belgique, si tu es un enfant, tes parents, ils te tapent sur les doigts. Et ma question, elle est, est-ce que toi, tu gardes quand même des bons souvenirs? Enfin, est-ce que tu penses qu'une enfance comme tu as vécu peut être mieux ou moins bien que celle d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres problématiques, évidemment. Les jeunes sont beaucoup plus je m'en foutistes. On a l'impression aussi qu'ils ont moins la valeur des choses parce qu'ils peuvent tout acheter. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Effectivement, en Russie, sachant que tout était gratuit, en URSS, en aujourd'hui, URSS, en URSS à l'époque, tout est gratuit et donc on se foutait de tout ça. Donc les vannes thermostatiques n'existaient pas, l'électricité, les compteurs électriques, ça n'existait pas non plus, donc tu pouvais laisser la lumière allumée pendant toute la journée, tu t'en foutais de ça aussi, parce qu'une fois de plus, derrière tout ça, il n'y avait aucun patron. Ouais. Aucun patron qui mesurait chaque kilowattheure que tu consommais parce qu'il savait que ça lui coûtait de l'argent. Donc ça, c'est les abus du système communiste. Tu vois. Et donc moi, je suis vécu dans ce système et je peux le dire haut et fort que c'est vraiment où il ne faut pas aller. Ouais. Là où il n'y a pas de patron, là il n'y a pas le capital privé d'une personne derrière qui contrôle que chaque centime soit dépensé dans la bonne direction, ça amène à des abus, à du n'importe quoi. Ouais. D'accord. Par rapport à mon enfance, je peux dire qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant vit la vie d'une manière insouciante. Ouais, il a ses parents qui sont derrière, il s'en fout, on lui dit vas-y à gauche, il va à gauche, vas-y à droite, va à droite, tu manges ça, tu manges ça. Donc je pense que quelle que soit l'enfance que l'enfant vit aujourd'hui, que ce soit au Pakistan, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, c'est une enfance heureuse. Ouais. Et au moment où tu arrives à l'âge de 15 ans en Belgique, c'est ça, avec tes parents, toi, en tant qu'enfant, tu as déjà des rêves, tu es déjà ambitieux, ou tu vis ta vie comme un enfant au final? Effectivement, il faut se dire que
sur ma mentalité d'enfant, il y a le bulldozer communiste qui passait, D'accord, ok. où, où ton avenir est plus ou moins tracé parce que tu vas travailler en tant que tout le monde, tu vas gagner tes Ouais. 100 roubles, 150 roubles par mois, qui est un salaire moyen. D'ailleurs, pour une petite information, donc les salaires n'étaient pas du tout proportionnels par rapport aux besoins, par rapport à l'offre et la demande, ils étaient plus proportionnels par rapport à la tâche, à la difficulté de la tâche. Par exemple, les gens qui travaillaient dans les mines touchaient plus que les médecins. Tu vois ? D'accord. Les professeurs touchaient moins que celui qui devait décharger les palettes des wagons. Tu vois ? Ah, ok. C'était pas du tout proportionnel par rapport à l'offre et la demande. C'était plus proportionnel par rapport à l'effort que tu fournissais physique. Ouais. Et donc, c'est encore quelque part aujourd'hui, un peu les échos de ce système-là en Russie. C'est quelque part logique pour un Russe moyen qu'un docteur touche moins qu'un autre métier. D'accord. Alors qu'au contraire, une fois de plus, tu vois, dès qu'il y a un capital privé, il faut qu'il y ait une logique très simple qui s'installe. C'est l'offre et la demande. Pour devenir médecin, il faut faire des études, il faut être bon, il faut réussir les examens. Donc, ceux qui deviennent médecins sont beaucoup moins nombreux que ceux qui peuvent aller faire un métier différent, quoi. Plus simple, j'ai envie de dire, entre guillemets. Tu vois. Donc, effectivement, le salaire est en fonction de ça. Ça, c'est la règle d'or, en fait. C'est pas le cas. J'ai répondu à ta question ? Parfaitement, merci. Ok, donc, l'âge de 15 ans, tu arrives en Belgique. Est-ce que tu étais assez mature pour voir la différence, pour être confronté vraiment à ce changement de société? Parce que je pense que, rappelle-moi si c'est bien le cas, on est dans les années 90, presque 2000, donc 95. 95. Tu arrives en Belgique, je pense qu'on est dans une ère où Internet arrive, l'informatique se développe. Toi, en tant qu'enfant, c'est une difficulté pour toi ou justement, t'as un peu plus de liberté et plus de... Par rapport au sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est vraiment un choc culturel. Un choc culturel, ouais. Bien sûr. C'est par rapport au système, par rapport à la manière à laquelle les choses se font ici. Ouais, tu parles pas la langue aussi. Je parle pas la langue, donc choc culturel de ce point de vue-là aussi. Tu vois, en plus, c'est l'âge d'adolescent. Donc c'est très compliqué, tu vois. Et les enfants sont parfois cruels à cet âge-là. Tu vois. Donc c'est une enfance à ce moment-là qui n'est pas facile, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne. Tu sais, j'étais un enfant, je pense, assez perdu à cet âge-là. Ouais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ma maturité était classique pour un enfant de 15 ans qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Une fois de plus, à mon avis, c'est on est plus à cause du système qui était à ce moment-là mis en place. Et aujourd'hui, avec le recul, je constate que parfois c'est le cas aussi avec des enfants qui sont nés ici aussi. Pour n'importe quel enfant de 15 ans aujourd'hui en Belgique ou dans le monde occidental, et tu lui poses la question ce qu'il veut devenir à 15 ans, dans 99% des cas, tu auras je ne sais pas. Bon, ça, c'est un autre problème à nous, en fait. Je ne veux pas dire par là que n'importe quel enfant à 15 ans doit savoir ce qu'il veut faire, mais en tout cas, il devrait plus ou moins se dire la direction qu'il a envie de prendre. Est-ce qu'il a envie de devenir... est-ce que c'est quelqu'un qui est plus cartésien et donc il veut aller dans les métiers scientifiques, techniques? C'est quelqu'un qui a envie de travailler dans le domaine artistique, tu vois. Même ça, aujourd'hui, les enfants ne savent pas à 15 ans. Donc, c'est un problème global du monde actuel, chez nous. C'est vrai que c'est marrant parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que à 16-17 ans, on m'a demandé de faire un choix de ce que je voulais faire. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de suivre mes amis. Et donc, j'ai fait un cursus qui est en fonction de mes amis. Mais aujourd'hui, en étant entrepreneur, je me dis, peut-être que si j'avais au moins cette conscience et cette éducation financière, je mets des guillemets, j'aurais peut-être pu lancer des petits projets. Surtout que on n'a pas vraiment de risque. On n'a pas de budget, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment de risque. On peut tester des choses, on a le temps. Et toi, justement, tu dis que tu conseillerais à des jeunes de 15 ans de se lancer, de déjà lancer des choses, des projets. Surtout que nous, en Belgique, on a quand même des facilités, des statuts qui permettent de lancer des projets comme les ASBL, par exemple. Tu peux développer là-dessus? Mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. C'est pourquoi? Parce que j'ai 4 enfants, en fait, qui vont dans une école primaire, bientôt secondaire. Et je me dis que tout le matin, ils se lèvent, quand tu leur poses la question, c'est un conseil que je donne à tout le monde, poser la question à cet enfant-là, est-ce qu'il est content d'aller à l'école? Tout simple. Parce que finalement, l'école, ok, c'est un lieu public, d'accord? Mais c'est pas pour autant que ça ne doit pas répondre à une mission, à répondre à des besoins des gens. Et finalement, nous, les parents, nous sommes le client de cette école-là, parce qu'in fine, nous payons pour cette école-là via les taxations et tout ça. Et le consommateur, c'est l'enfant. Et donc, quand vis-à-vis d'un client normal, aussi bien le consommateur que le client doivent être satisfaits. Et moi, je suis un parent très simple, classique. Si mon enfant est content, je serai content aussi.
Et si votre enfant vous dit que je ne suis pas content d'aller à l'école, c'est vrai que c'est quelqu'un de très jeune qui peut-être n'arrive pas à raisonner correctement par rapport à ce qu'il lui faut, d'accord? Mais il n'est pas content. Est-ce que moi, en tant que client, parent, je suis content qu'il n'est pas content? Pas du tout. Tu vois. Donc c'est un problème global aujourd'hui. Je pense que le système éducationnel aujourd'hui qui existe, c'est un ancien système qui a 100 ans, tu vois, où tu viens à l'école et on t'enseigne les matières qu'on a envie de t'enseigner, rien de plus, rien de moins. Et in fine, quand tu regardes la fondation d'une école aujourd'hui, tu comprends qu'en fait la mission n'est pas bonne. D'après toi, quelle est la mission d'une école aujourd'hui? Pour moi, c'est de former les élèves à devenir salariés. Salariés employés. C'est ça, c'est formater un enfant pour que le profil d'un enfant rentre dans un moule particulier. Et moi, je vais aller plus loin, c'est que pour moi, il n'y a pas une réelle formation, il y a plutôt un cloisonnement. C'est-à-dire que moi, je vois plus le côté créatif, artistique de certains enfants qui est cloisonné vers un seul chemin. Le chemin des études et du travail, tu vois. Exact. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est l'historique d'une création d'un système d'éducation en Belgique et dans le monde entier, en fait, c'est comme ça. C'est qu'il y a 150 ans, quand l'école a été créée et plus tard, quand l'école a été obligatoire pour les enfants, eh bien, à ce moment-là, il a fallu juste, pour que les gens arrêtent d'être... Enfin, il a fallu juste leur apprendre les bases. Écrire, lire et s'exprimer convenablement devant un public. Vraiment les bases. Et à ce moment-là, ce système-là était tout à fait utile, pratique et nécessaire. Donc, on ne discute pas de cela. Aujourd'hui, on vit dans le 21e siècle où nous sommes entourés par Internet, par la communication, par l'information, par la liberté des gens. Les gens peuvent devenir ce qu'ils veulent. Tu vois, à l'époque, le besoin d'une école, c'était juste que les gens puissent être un peu plus éduqués, trouver du travail pour survivre. D'accord ? Aujourd'hui, dans notre système, je pense que la mission doit changer. Et moi, j'ai longuement réfléchi par rapport à la mission que devrait prendre l'école. Ok. Et pour moi, la mission d'une école, elle doit être très simple. Maintenant que je pose la question, tu sais pas me dire. Mais moi, j'ai réfléchi longtemps. Pour moi, la mission, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, la mission d'une école aujourd'hui devrait être aider un enfant à trouver son chemin personnel et professionnel. Aussi simple que ça. Tu vois ? C'est vrai que on en vient par rapport au personnel. On dit souvent qu'à l'école, il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés ou qui sont pas heureux, tu vois, mais on le voit pas souvent. Et au niveau du travail personnel, il y a rien en fait. Il y a pas de travail sur les émotions des élèves. Chacun est différent. Petite anecdote, moi j'étais quelqu'un qui parlait énormément, donc je coupais le prof, il parlait, je faisais que parler. Mais peut-être que j'aurais été bon pour faire du podcast justement, tu vois. Exact. Et moi on m'a fait croire que c'était mal de parler. Et donc j'ai eu une timidité par rapport à ça, tu vois. Donc au niveau personnel, au niveau professionnel aussi, on en parlait justement, on en parle, mais il y a un petit truc que j'aimerais partager, c'est que j'ai vu que dans les pays du Nord, Finlande, Norvège, etc., il y a un système qui est un peu plus évolué, c'est-à-dire que un enfant qui a 17 ans, il doit choisir ce qu'il veut faire. Et au lieu de lui dire ok, tu veux faire maçon, deviens maçon, il va dire ok, moi je pense que j'aimerais bien être maçon. Et en fait, on va le mettre en contact avec une personne qui a été maçon toute sa vie, qui est retraitée. Et en fait, il va passer un stage avec cette personne-là. Donc déjà, il y a une valorisation de la personne âgée. Elle n'est plus dans un home à s'ennuyer, surtout que ces personnes ont souvent envie de transmettre, tu vois. Et donc, il y a une vraie connexion entre quelqu'un qui a fait le métier, quelqu'un qui pense que le métier lui plaît. Et en fait, ça évolue comme ça, tu vois. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais je trouvais déjà ça beaucoup mieux que maintenant, quoi. Alors, quand j'avais trouvé la mission, qui, d'après moi, était la juste, la bonne pour une école, je regardais aussi un documentaire sur les pays scandinaves. Effectivement, leur mission, c'est ça, en fait. Voilà. À un moment donné, je suis tombé dessus, je dis waouh, j'avais trouvé leur mission avant de regarder le reportage. Regarde un peu, et ils ont vraiment cette mission-là. Alors aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes, parce que finalement, on forme les enfants pour qu'ils rentrent dans le monde professionnel. Mmh. Quel est le lien entre l'école aujourd'hui et le monde professionnel ? Il n'y en a pas, aucun. Il n'y en a pas, aucun. Tu vois ? Et donc, c'est tout à fait normal quand l'enfant sort du secondaire, après sa 6e secondaire, on le met sur le monde du travail, il est perdu. Et on le prend pas, on lui donne pas du travail. Ou bien il va être formé à quelque chose qui lui plaît pas plus tard. J'ai envie d'aller plus loin. Moi, à titre personnel, moi, j'estime que j'ai perdu 10 ans de ma vie professionnelle à faire des choses qui m'intéressent pas. 10 ans. C'est énorme. 10 ans. C'est énorme. Si tu calcules le capital humain en heures hommes mondial qui est perdu dans des choses inutiles, tu vois. Si jamais on prend ce capital humain global et on le convertit à des choses où les personnes aiment le faire,
Et alors, s'il aime faire cela, il le fera d'une manière qualitative. Alors, imagine la valeur qu'il va apporter d'une manière générale dans le monde global, tu vois. Bien sûr. Et donc, ça, c'est, je pense, aujourd'hui, grâce à la technologie, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus important sur lequel on doit travailler pour que l'enfant puisse trouver son chemin, rendre, ajouter cette valeur-là par rapport à ce qui lui plaît dans ce monde-là, et le monde ira beaucoup mieux, en fait. Parfois, je pense que, j'exagère peut-être, hein, tu me diras, Damien, mais je pense aujourd'hui que quand les guerres existent aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est mécontent, qui n'a pas reçu une éducation, un enseignement correct par rapport à ce qu'il a envie de faire, tu vois. On n'enseigne jamais à un assassin de devenir assassin, tu vois. Ouais. Il le devient par mécontentement du monde, par le fait qu'il n'a pas été heureux pendant ses études, pendant être heureux dans sa vie familiale, tu vois. Et tôt ou tard, ça aboutit vers un chemin de ce type-là. Tous les problèmes dans la société, ça vient de l'enseignement primaire et secondaire. Ouais, et ça vient de l'enfance. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais toi, tu penses vraiment que ça peut changer ou pas? Tu penses que vraiment, tu sens toi qui as des enfants justement, est-ce qu'on va vers une évolution au plus ou c'est encore de pire en pire? Alors, il y a deux solutions pour ça. Première solution, c'est qu'il faut le faire comme je fais avec mes clients à moi. Par exemple, dans mon entreprise du bâtiment, chaque chantier terminé, nous prenons le téléphone, pas moi, ni le gestionnaire de chantier, ni les ouvriers, mais quelqu'un d'admin, et appelle le client pour savoir si ça a été. On lui pose 5 questions. Propreté, qualité, rapidité, et si le gestionnaire de chantier communiquait bien. On pose la question. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça aujourd'hui avec nos écoles? À la sortie du secondaire, on pose la question aux enfants par rapport à la mission. Est-ce que l'école vous a aidé à trouver votre chemin? Et je suis sûr que la première année, les notes vont être médiocres. Parce que les enfants sont toujours perdus, quoi. Peut-être il y a 5% des gens qui savent ce qu'ils veulent faire. Et génial, je suis super content pour eux. Mais les 95% restants, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu poses cette question à l'enfant dans toutes les écoles belges, et en fonction de ce que chaque école va recevoir comme sondage, tu tires les conclusions. Et tu dis au prof, attendez, les gars, vous êtes gentils. Si on est d'accord par rapport à la mission, et si on est d'accord qu'on doit aider l'enfant à trouver son chemin, à l'heure actuelle, on n'atteint pas la mission. Bah, écoutez, vous devez prendre des mesures pour faire évoluer notre système éducatif, pour qu'à la fin de la génération 2025-2026 ou 2026-2027, ce score-là s'améliore. Et moi, en tant que parent, je serais heureux de regarder les scores de ces écoles-là. Et je vais les envoyer là où il faut, même s'il y a une école à Liège, même s'il y a une école... Enfin, Liège, dans le sens, c'est loin de là où j'habite, même s'il y a une école à Arlon, tu vois, je serais prêt à les conduire là où on arrive à aider l'enfant à trouver son chemin. C'est très simple. Ça, c'est la première méthode à le faire. Après, derrière cette façon de réfléchir, il y a tout un truc, tu vois. Il faut mettre le système en place. Donc, du coup, tu es obligé de travailler avec les fonctionnaires du ministère de l'Éducation pour changer le système. Je ne suis pas sûr que c'est facile parce que c'est des fonctionnaires qui travaillent d'une manière parce qu'ils ont pas envie de généraliser non plus, tu vois. Mais sûrement, ils sont là. On a toujours fait comme ça. Pourquoi changer? C'est une formation qui suit et finalement... c'est ça. Chacun gagne son salaire et pourquoi changer, tu vois. Par contre, et l'autre manière comment le faire, c'est de créer nous-mêmes les écoles. Aujourd'hui, tu peux créer une école qui est... comme les écoles Montessori un peu alternatives. Tu peux créer des écoles aujourd'hui en disant, écoutez, nous avons cette mission-là à accomplir, et à la fin de notre cursus, on pose des questions à l'enfant si la mission a été atteinte. Et voici les statistiques, on va voir ce que ça donne. Parce que cette école, aujourd'hui, les écoles sont communales, provinciales, fédérales, appartiennent à l'État, parce que on a hérité de ce système-là. Pourquoi on n'est pas créé une école privée? Justement, une école privée, toi, on en parlera après, mais tu as ton club business. Est-ce que tu pourrais pas, plus tard dans le futur, créer une offre ou je vais pas appeler ça une offre, mais une opportunité pour les plus jeunes, tu vois, justement, les mineurs peut-être. Peut-être pas de créer des boîtes qui font 1 million de chiffre d'affaires, mais peut-être, tu vois, les éduquer. Voilà, je vais plutôt parler d'éducation aux nouvelles technologies, tu vois, et aux opportunités que tu peux avoir en ligne par rapport à des projets qu'ils ont, peut-être personnels, tu vois. Sans aucun problème. Alors, si un jeune me contacte aujourd'hui sur LinkedIn, par exemple, et il me pose une question, j'ai déjà en fait accompagné comme ça un jeune qui avait 17 ans, il m'a contacté, tiens, j'aimerais bien te poser d'autres questions, est-ce que tu es disponible? Je dis, oui, je suis disponible. Il m'a contacté, donc aujourd'hui, le monde connecté du 21e siècle est tout à fait ouvert. Tu prends LinkedIn, tu fais ton profil, tu es un jeune, tu écris à celui que tu veux en fait, tu peux même écrire au Premier ministre. C'est comme ça que j'interviewe les gens de ma chaîne YouTube, c'est que je leur écris sur LinkedIn, je présente le projet, ils se disent, ok, cool, viens.
Donc, c'est très simple aujourd'hui. Ouais. Et moi, je n'ai aucun souci de passer 15 minutes, une demi-heure avec quelqu'un pour discuter de business, des opportunités et tout ça. C'est un plaisir. J'ai eu comme ça quelqu'un en fait, qui m'a contacté, qui voulait ouvrir une franchise. Et on a discuté vraiment en profondeur. Combien de budget il avait et tout ça. Donc, ça existe déjà aujourd'hui. Si tu as si tu as besoin de mon aide ou quelqu'un a besoin de l'aide de Damien, contactez-nous, on est là. Justement, parlons concret, justement. Un jeune t'a contacté. Oui. C'était quoi son projet? C'était quoi son budget? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il avait 50 000 euros qu'il avait hérité de ses parents, je pense. 50 000, ok. Et il voulait créer un restaurant. D'accord. Un restaurant. Un restaurant spécialisé ou il y avait... Un restaurant, je ne sais plus ce qu'il y avait comme modèle en tête. Et il avait alors, du coup, je lui dis, est-ce que tu as de l'expérience là-dedans? Il m'a dit non. Mais je suis sûr que ça va fonctionner parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans un autre pays. Je dis, ok, très bien. Alors, je te conseille, investis 6 mois du temps à aller travailler pour un autre restaurateur. 1 an. Essaie de travailler, je veux dire. Ne brûle pas le cash. Il avait quel âge Il avait 17 ou 18. 17-18. Ok, ouais, un an, ça va. C'est pas beaucoup, un an. Pour quand t'es jeune, t'as le temps, donc c'est bien. C'est bien. Je lui dis, écoute, tu peux brûler 50 000 en 6 mois. Tu loues un espace, tu fais les travaux, tu les as brûlés. Tu peux les perdre. Ou ça peut fonctionner. Prends un peu d'expérience. 6 mois, 1 an. Essaie de travailler dans un restaurant dans lequel tu arrives et tu dis, bonjour, je suis là pour... Je cherche du travail. Mais attention, ce message-là, il faut le dire au vrai patron du restaurant. Pas à quelqu'un qui travaille dans la salle. Je dis, je veux travailler ici. Je veux commencer par la planche. Ensuite, j'ai envie de devenir chef cuisinier. Ensuite, j'ai envie d'aller dans la salle. Et mon objectif, c'est dans 2 ans, ouvrir mon propre restaurant. Si quelqu'un vient de mon entreprise à moi, du bâtiment, il me dit ça, je le prends d'office. Moi, j'ai aucun problème à partager les connaissances que j'ai. Par contre, je sais que pendant 2 ans, j'aurai quelqu'un de super motivé qui veut apprendre. C'est ça. Et par la suite, je peux créer que des partenariats et ainsi de suite. Donc, un jeune qui a envie de se lancer dans n'importe quel business, allez-y voir le patron de ce business-là qui fait la même chose que vous. Et alors, vous proposez ce deal-là. Et en disant, de manière tout à fait franche, j'ai envie de faire ça dans 12 ans, dans 3 ans. Mais dans 2-3 ans, ses plans vont changer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est pas pour lui. Au contraire, quelqu'un qui va se dire, c'est compliqué, donc autant je m'associe avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ça va être vous, le patron. C'est ça. Donc, les opportunités peuvent changer. Mais il faut s'entourer. C'est ça que ça veut dire. Le réseau reste très important. C'est ça, c'est très important. Comment tu fais ça? Tu contactes les gens, tu vas les voir et tu discutes d'une manière très franche. D'accord. Et prenons un cas, on va un peu le modifier. Imaginons que j'ai pas de budget. D'accord? J'ai 16-17 ans, j'ai le même projet business physique, tu vois, l'Horeca, la restauration. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire ou aujourd'hui la mode c'est le digital, ou est-ce que tu conseillerais peut-être à un jeune de partir vers des projets digitaux, tu vois? En gros, ma question plus précise, c'est est-ce que tu penses que le business physique, quand tu n'as pas de budget et que tu es jeune, ça vaut encore la peine ou pas? J'ai envie de dire qu'il y a tellement J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de gens et des jeunes qui veulent se lancer que toute initiative, elle est bienvenue. Tu vois? Au lieu de réfléchir pendant 3 ans, qu'est-ce que je veux faire, business physique ou business digital, lancez-vous déjà. Bon, vous allez faire des erreurs. C'est inévitable. Si vous voulez avoir un parcours parfait, ça n'existe pas. Faites des études. Faites des études et encore. Tu vois, et encore, non, je rigole. Si il y a des études qui vous plaisent à 100%, vous êtes persuadé que c'est la bonne filière à suivre, allez-y aussi, tu vois. Mais ici, mon conseil, c'est simple. C'est soit vous faites des erreurs et vous apprenez, soit vous allez dans le business du concurrent, vous apprenez ce qu'il fait, comment il fait, et vous pouvez être franc avec le patron, comme je viens de dire, et vous allez apprendre de ce métier-là. Et peut-être vous allez vous rendre compte au bout de 8 mois, c'est pas pour moi. Alors c'est très simple, vous allez parler au patron en disant c'est pas pour moi, j'ai envie de changer de filière, et vous allez dans le digital. Donc pour toi, faire un plan financier, un plan budgétaire sur 6 mois, vous ne pas. Non, parce que lancez-vous, allez-y voir Aujourd'hui, moi, il y a quelques années, j'avais rejoint un incubateur, et c'est vrai que on veut tout processiser, on veut tout estimer, on veut tout, mais j'ai même pas encore mon premier client, j'ai pas encore mon persona. Et aujourd'hui, on pousse vers ça, tu vois. Et c'est vrai que ton approche, elle est beaucoup plus libre et t'en retires beaucoup plus d'expérience. Donc, c'est vrai que... Tout à fait, exact. Je dis ça souvent dans mes vidéos. C'est que d'abord, vous devez trouver un client. Et après, le reste va suivre. La structure juridique de votre société, les employés, le business model, et ainsi de suite. Trouver un client. Et pour trouver un client qui va vous payer pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez trouver une solution à un problème, à une douleur qu'il a. Donc, c'est trouver un problème ou une douleur d'un client, de votre entourage, et ensuite trouver une solution, proposer cette solution-là, d'accord? Et vous pouvez faire aussi en MVP.
vois, MVP, Minimum Viable Product. Ouais. Donc, c'est juste un concept. Vous devez juste créer une offre théorique qui résout un souci. Et vous pouvez dire au client que ça existe, ça sera mis en place d'ici 2-3 mois. Et si le client dit, écoute, si ça fonctionne, je suis prêt à payer pour. D'accord. Vous aurez déjà un client qui est prêt à payer. Et à partir d'un certain moment, au bout de 2-3 semaines, quand le produit sera développé, je parle de produit en tant que produit physique, mais aussi en tant que service. Tu viens présenter au client, tu dis, écoutez, voici à quoi ça va ressembler. Tu montes ton sérieux, et ensuite tu peux demander même un acompte au client. J'ai travaillé pour vous, allez, je fais ça, tout ça, d'une manière gratuite. Maintenant, pour que je puisse aller jusqu'au bout du projet, j'ai besoin d'un acompte. Et les clients, parfois, ils disent, OK, tu m'as présenté, ça va vraiment me réduire les coûts, ça va me rendre plus fluide mon opérationnel, j'en sais rien, tu vois. Du coup, je suis d'accord de payer un acompte. Tiens, les 1 000 €. Ouais, et tu les contacterais comment, ces personnes-là? Tirer vraiment... Physique. En physique direct. Physique. Ouais. Physique, parce que les entrepreneurs sont inondés par les emails, par les demandes de ce type-là. C'est ce que j'allais te poser comme question, justement, c'est que tout ce qui est carte de visite, envoyer un message sur LinkedIn et tout ça, ça devient, comme tu dis, vous recevez beaucoup de messages, quoi. Donc, autant aller en physique, quoi. Tous les moyens sont bons. Ouais. LinkedIn, pour envoyer un message, ça prend combien de secondes? 3 secondes. 3 secondes. Avec ChatGPT, ça prend 3 secondes. Tu composes ton message, tu envoies à tous ces gens-là. Tu peux devenir même premium en LinkedIn pour avoir les profils spécifiques par rapport à ce que tu recherches. Tu envoies ce message-là à 10 000 personnes. J'ai même une vidéo sur ma chaîne de quelqu'un qui a lancé son business parce qu'il a souscrit à un abonnement premium LinkedIn, parce que ça coûte 300 € par mois. Il avait accès à 10 000 personnes. Il leur envoyait un email. Et ce business a été créé comme ça parce qu'il a converti genre 1 ou 2%. Il a eu 100 clients comme ça. Ah ouais, ça c'est un bon démarrage, ça. Ok. LinkedIn, c'est vrai que LinkedIn, c'est... je trouve, en tout cas, moi, quand j'ai fini mes études, on nous dit d'aller sur LinkedIn, mais c'est vrai, il n'y a pas une vraie éducation. On ne nous donne pas des vrais process, tu vois. Et je trouve ça, c'est dommage. Et nous, on est plus habitués, tu sais, nous, les jeunes, avec les réseaux sociaux. Donc, on passe plus par Instagram, Facebook. Mais c'est vrai qu'il y a des opportunités partout, comme tu dis. Hein. Ça coûte 3 secondes de ta vie d'envoyer un message. Envoie-le. Tu envoies un message. Combien de messages tu peux envoyer comme ça? Tu dis, OK, aujourd'hui, on est le 20 janvier. Le 21 janvier, je me mets à 8 h du matin à écrire des messages pendant 2 heures à tout le réseau qui m'intéresse sur Instagram. Combien de messages tu vas envoyer comme ça? Pendant 12 heures. Plein. On va dire c'est 1 minute par message, parce que tu dois chercher, trouver, copier-coller. Il y a combien de minutes en 2 heures? Il y a 120 clients. Et si le taux de conversion classique, c'est 1 ou 2%, tu vas avoir au moins 2 personnes qui vont te répondre. Et toi, tu penses que tu pourrais déjà vendre, on se comprend, mais un produit physique que tu n'as pas encore ou un service que tu n'as pas encore finalisé, entre guillemets, tu vois, pour tester un peu le marché? De cette manière-là, oui, tu peux aussi. Tu penses que c'est une bonne idée? Oui, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui font ça. Par exemple, je vends un service, je sais pas, digital, site internet, création de site internet. Je vais tester un petit peu. Je vends, je t'en parle parce que c'est un peu ce qu'on conseille aux jeunes de faire. C'est que tu vas voir ta clientèle potentielle. Tu vends ton service et tu vas un peu commencer à réagir. Si, par exemple, il y a 10 clients qui disent OK, à ce moment-là, tu passes à l'action, tu crées ton offre, ton process et tout. D'abord, le client qui est prêt à payer quelque chose pour ce que tu veux faire. Et ensuite, derrière, la structure, le site, le produit. Passez pas des heures, des mois ou des années sur un produit. D'abord, le client. On voit beaucoup de personnes qui lancent leur projet et ils perdent un mois à trouver leur logo. je vois ça tout le temps. C'est d'abord, on va faire un beau logo, un bon site. Tu perds du temps. Tu sais que ça aussi, à l'école, ne nous apprend pas à être commercial. C'est vrai. Donc, on peut être un génie d'informatique, on peut être un génie technologique, d'accord. Mais si on a un mauvais commercial, ton produit, il va à la poubelle. À la poubelle, ouais. D'accord. Donc, c'est super important d'être très bon commercial. Et malheureusement, c'est un vrai métier qu'on n'apprend pas du tout à l'école. D'accord. Donc, mon conseil numéro 1, c'est vraiment aller vers le client et essayer de vendre votre produit. Vous allez faire face à des non. Et ça va vous choquer, ça va vous apprendre. Et avec le temps, les noms vont se transformer dans une super école. Vous allez vous creuser la tête en disant pourquoi il m'a dit non, mon produit est génial. Et en fait, vous allez vous dire, ok, là, j'ai dit cette phrase-là d'une manière négative, en fait. Et du coup, le mec a aperçu comme une valeur négative. Chaque fois, vous allez travailler sur le script. Le script, c'est vraiment le paragraphe que tu dois dire au client pour qu'il puisse signer ton produit. Et quand tu auras fait, à mon avis, 15 ou 20 scripts ratés, le 20e,
Non, il va être bon. il va être bon. Ouais. Donc ça vient d'expérience, il n'y a rien à Ouais. faire. Et à l'école, aujourd'hui, on ne nous apprend pas ce côté commercial, d'une part. D'autre part, même si on devait nous apprendre, la meilleure école, c'est quand même le terrain. Bien sûr. Allez-y, essayez de vendre. C'est très compliqué, en plus, quand tu as 16 ans, 17, 18 ans, et tu fais face à un entrepreneur qui a, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, je sais pas comment l'aborder, t'es intimidé, Ouais. t'es gêné, tout ça, mais dites-vous, qu'est-ce que vous avez à perdre? Il va vous écrire une plainte sur vous, il va vous tabasser, il va vous insulter, qu'est-ce qu'il va... Au pire, il va vous dire, ça m'intéresse pas, au revoir. Ok. Ouais. Et en plus, c'est assez rare des personnes qui vont vous faire un refus, mais qui vont vous envoyer péter. Ils vont souvent dire non, mais ils vont être souvent sympas. Ils vont essayer peut-être de donner des petites informations, peut-être dire qu'est-ce qui n'a pas été. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'apprentissage à avoir des refus, quoi. Oui. Mais je remarque qu'en Belgique, nous, on a cette tendance à avoir peur de déranger, tu vois. C'est-à-dire que moi, voilà, je vais aller te voir, t'es entrepreneur, j'ai peur de te déranger, j'ai peur de te poser une question, etc. Alors que dans d'autres pays, les gens sont beaucoup plus... Tu sais, c'est comme, parfois j'appelle des connaissances à 10h du soir, Ah, et alors ils me disent, ouais, c'est tard, tu m'appelles. Ou non, tu me réveilles. Ils me disent, tu me réveilles. J'exagère un peu maintenant. Ouais. Tu me réveilles. Je dis, si tu veux pas être réveillé, éteins ton téléphone. là, c'est vrai. Ça va? Ou tu le mets dans le mode n'est pas dérangé. Alors, du coup, les gens qui appellent, qui sont en dehors de ta liste des favoris, le téléphone va pas sonner. Tu vois? Je veux dire, t'as pas envie de déranger. Tu vas rater d'une part des opportunités. Si tu penses que tu vas déranger quelqu'un, après, tu appelles pas les personnes, tu envoies un message, et libre à lui de répondre. J'ai envie d'aller plus loin que ça. C'est que non seulement tu dois écrire un message, mais ensuite tu dois faire le suivi. C'est quoi le suivi? C'est pas parce qu'on t'a pas répondu que cela veut dire qu'on n'est pas intéressé par ce que tu dis. Ouais. D'accord? Si la personne reçoit 100 messages par jour, il n'a pas le temps de regarder tous les messages. À un moment donné, il laisse à l'abandon les messages. Tu dois relancer. C'est un processus marketing classique, commercial classique. Et tu relances une fois par semaine. Pendant 3, 4, 5 fois, tu relances. Bon, au bout de 5e, 6e fois, peut-être que voilà, ça ne va pas aboutir. Mais relancer et faire le suivi, ça fait partie intégrante d'un processus commercial. Ouais. Et c'est pas dérangé du tout. C'est comme ça que j'ai eu tous mes interviews, en fait. Tu relances, et à un moment donné, la personne va dire, ah, ok, j'ai pris le temps de regarder ta chaîne YouTube. Ah, ok, j'ai vu ce que tu fais. Oui, je suis intéressé par ça. Tu as bien fait de me relancer. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et toi, justement, on va revenir justement à ta société Bibuild, qui est une société de rénovation. On peut parler chiffres? À fond. C'est quoi ton chiffre d'affaires annuel? Alors, on a fini 2024 et on est à 2 millions. 2 millions de chiffre d'affaires. Et tu l'as créé en quelle année? On a créé en 2007. 2007. Donc, ça fait presque 20 ans. Ça fait 18 ans. 18 ans. D'accord. Et toi, à la base, tu n'es pas dans le monde du bâtiment, je crois? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui... justement, c'est là où tu as vu une problématique. Bien sûr. Et tu es venu avec une solution. Exact. Okay. Et tu peux nous expliquer peut-être comment tu as fait pour budgétiser ça? C'était quoi ton process de création d'entreprise? Alors, il faut savoir que donc, c'était from scratch. D'accord? Mes parents ne sont pas du tout dans le bâtiment. Ouais. Ma mère, à la base, elle est comptable. Papa, elle est chauffeur des poids lourds. Déjà, comptable, c'est déjà une bonne corde à son arc. Mais j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Je comprenais rien à la comptabilité. D'accord. C'est que, en fait, en 2006, j'avais acheté un appartement et j'avais eu tous les soucis du monde pour faire des travaux. Donc, j'avais l'argent parce qu'à ce moment-là, j'étais un salarié à l'époque. J'avais l'argent. Tout ce que je voulais, c'est que quelqu'un vienne faire des travaux, qu'il me fasse son prix et c'est tout. Et j'ai eu tous les problèmes du monde. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui disaient oui, on va venir. Et le jour de rendez-vous, ils ne venaient pas. Il y avait ceux qui venaient, qui ne faisaient pas le devis. Il y avait ceux qui venaient, faisaient le devis, mais le devis n'était pas clair. Et quand je voulais les relancer par rapport à certains points, il n'y a pas de réponse. Et enfin, il y avait ceux qui faisaient le suivi par rapport à 2-3 questions que j'avais, auxquelles je payais un acompte. Ils sont venus faire 2-3 choses et puis ils sont disparus. T'imagines? J'avais tout le suivi. J'étais, enfin, attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai de l'argent, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de payer le prix fort pour que le travail se fasse. Je n'ai personne. Et aujourd'hui, tu as combien de salariés? On est 30. 30, d'accord. Et toi, j'aimerais que tu me parles justement de ton process de régie, comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que vous payez les salariés à la journée, je crois que c'est ça? C'est des salariés qui sont payés en fonction des heures prestées, tout simplement. D'accord. Et donc, ils ont tout intérêt à venir travailler, quoi. Exact. Ah ouais. S'ils ne viennent pas, ils ne sont pas payés. En tout cas, c'est pas normal qu'ils ne viennent pas. C'est dans le contrat. Ouais. Et du coup, tes clients sont toujours satisfaits et le projet aboutit toujours, quoi. Alors, nous, on a toujours fini nos chantiers, tous nos chantiers, d'accord.
Un chantier de rénovation. Alors, ça, c'est un sujet que tu ouvres une bibliothèque Ouais, de là, choses j'imagine, il y a... sur lesquelles on peut faire un podcast, voire Ouais. une série de 10 podcasts Ah ouais. juste sur ce sujet de travaux de rénovation. Mais pour résumer, c'est que déjà, tu sais que j'ai interviewé presque 60 Ouais. On va en parler justement de ta chaîne YouTube, ouais. de plein de secteurs différents. Et je constate que le secteur de la rénovation, c'est le plus compliqué qui existe. Ah ouais? Pire que l'Oreca? Oui, bien sûr. Ah, L'Oreca, c'est facile. Tu as le serveur qui est à côté. S'il fait une connerie, tu dis attends, t'as fait n'importe quoi là. Tu vois, tu le recadres tout de suite, quoi. Moi, mon homme, il est chez les clients. Je vois pas ce qu'il fait. Et quand je l'appelle, il me répond pas parce qu'il a les mains dans le plat. Non, parce qu'il bosse, ouais. Il bosse. Ouais. Tu vois, et je découvre, s'il a fait une connerie, je le découvre juste à la fin. Et encore, parfois, moi, je suis pas au bureau, il rentre, il m'a pas envoyé la photo, je sais pas ce qu'il a fait. Et il continue dans sa lancée qui n'est pas juste. En attendant, il est payé. Oui. En attendant, les matériaux utilisés. Oui. Et le client, il est pas sur chantier, il le voit pas non plus. Et donc, à un moment donné, je me rends compte que c'est une connerie qu'il fait. Je dis, OK, tu commences à casser. Donc, on jette les matériaux. On rachète de nouveaux matériaux, ça coûte de l'argent. On paie la décharge parce que ça coûte de l'argent aussi pour mettre dans la décharge. Et ensuite, la main-d'œuvre, il faut la repayer de nouveau. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le délai de chantier est allongé. Le client n'est pas content. Ah oui. Donc, c'est plus difficile que l'Oreca. C'est la raison pour laquelle, en fait, il n'y a pas un seul acteur fort sur le marché de la rénovation. Parce que je pense que les gens aujourd'hui n'ont pas pu résoudre l'énigme, comment le faire. L'énigme de comment faire un chantier de qualité et pour qu'à la fin, le client dise 10 sur 10, vous avez bien bossé. Sauf nous. Parce que nous, on a une mission. Bon, c'est mon petit moment de publicité. La mission de Bibil Construction, c'est augmenter le confort de l'habitat de nos clients en réalisant le chantier clair, professionnel et dans les temps. Dans les temps. Waouh, ça, c'est une vraie mission, ça. On a réfléchi longtemps par rapport à ça. Et ça t'a pris combien de temps d'arriver à, on va dire, des process qui te conviennent, tu vois, par rapport à ta mission? Alors, tu sais, je suis toujours en élaboration des process. Ouais. Je sais que t'aimes ça, les process. J'aime bien les process. Ouais. Donc, c'est toujours en cours. Donc, les process qu'on a mis en place, est-ce qu'ils fonctionnent? Oui. Genre là, je suis à ton podcast. Est-ce que les chantiers se font maintenant? Oui. Est-ce que je sais ce qui se fait maintenant comme sur chantier? Je n'ai aucune idée. Ouais. Ça tourne. Donc, tu vois, des process fonctionnent. Pas tous, mais ça fonctionne. Ta question était si je suis content? Ouais, est-ce que tu as accompli ta mission, finalement? Est-ce que tu es arrivé à... Alors, l'accomplissement de mission est en fonction des enquêtes de satisfaction que nous faisons à la fin du mois. D'accord. Des chantiers clôturés. Et pour être tout à fait franc, je n'ai pas regardé les enquêtes du mois de décembre. Mais quand on regarde la moyenne de nos enquêtes en 2024, nous étions à 4,6 sur 5. Donc, c'est genre 9 sur 10. Pour le métier du bâtiment, c'est excellent. Je sais. C'est excellent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des 1. On a aussi quelques 1 sur 5. De toute façon, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais tu sais, je dis aux gestionnaires qui gèrent les chantiers aujourd'hui, je leur dis que si vous devez essayer de capter le client en amont et pas en aval. Donc, quand vous arrivez sur le chantier, vous devez essayer de discuter avec le client et vous dire, est-ce que ce client-là, après avoir reçu nos services, va pouvoir mettre 5 partout. Ah ouais, donc si vous sentez qu'il ne va pas le mettre parce que il a un budget de 10 €, mais il veut un château, d'accord? Vous lui dites directement non. Il faut savoir dire non aussi. C'est fort parce que du coup, beaucoup cherchent des chantiers. Ça peut, trouver des clients, c'est le plus important. Et toi, tu arrives carrément à filtrer des clients, à te dire non, je préfère pas travailler parce que tu sens que ça peut être finalement négatif pour ta réputation. Non, c'est pas ça. C'est que cette mission-là, cette mission guide les gestionnaires de chantier. D'accord. Ouais. C'est une astuce pour eux pour se dire est-ce que ça va être un chantier rentable ou pas. Parce que souvent, quand le client n'est pas content, c'est pas rentable. D'accord. Et tu penses que c'est vraiment les process que tu mets en place qui font que tu aboutis à ta mission, justement? Parce que souvent, dans les métiers du bâtiment, c'est souvent la gestion qui est catastrophique. Pas mais sur la gestion. Et toi, c'est vraiment l'axe que tu essayes d'optimiser, quoi. Bien sûr, tout à fait. Chaque fois, on a des questions par rapport à un devis ou quoi. Je dis, est-ce que ça remplit notre mission? Est-ce que le chantier va être qualitatif? Parfois, les clients nous disent, écoutez, le mur est humide, peignez-le quand même, c'est pour mettre en location. Ouais, mais... Je dis là, ok, il va nous payer pour un travail de mauvaise qualité. Est-ce que ça remplit la mission? Non, parce que ça ne va pas être qualitatif. Donc, il faut savoir dire non au client. Parce que l'appartement va être vendu, tu vois. On dit, écoutez, non, parce que c'est ma responsabilité professionnelle et morale qui va être engagée. Je ne veux pas arriver à dormir sur mes deux oreilles, sachant qu'on n'a pas un mur qui est humide. Et pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas peindre un mur humide. D'abord le faire sécher et trouver la cause. Enfin, voilà.
Et donc 2 millions de chiffre d'affaires, c'est combien de chantiers par année pour faire 2 millions? On a fait presque 1000 factures. 1000 factures. 1000 factures. Wow. Donc, on est les spécialistes de la petite rénovation. C'est pas un mur, c'est installer un OSC. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des chantiers de longue haleine, aussi des chantiers qui durent 1 an et plus. Mais quand tu regardes, la majorité des chantiers, c'est des petits chantiers de 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et vous faites toute la Belgique ou tu as des secteurs? Alors, ça, c'est aussi une des difficultés dans le domaine physique, c'est qu'on est très localisé. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant de nos fournisseurs. Bien sûr. Ils sont très locaux. Après, on a des fournisseurs nationaux aussi, comme FAC, on est très content, CBO, Rexel et d'autres. Mais le problème, c'est que si tu fais déplacer une équipe, ils perdent du temps sur le chemin. Tu vois, et du coup, on n'est plus en concurrence avec ceux qui habitent juste à côté. D'accord. Et 2 millions de chiffre d'affaires, comment tu pourrais faire pour arriver à 5 millions, 10 millions? Tu sais déjà quels sont les process pour atteindre ça ou... Là, on va le faire d'une manière organique. Ok. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes. Et parfois, je regarde qu'on prend du temps pour répondre aux clients. Quand on dit on prend le temps, ça ne veut pas dire qu'on traîne avec la réponse de 3 semaines. Mais au lieu de répondre le jour même... Il y a moyen d'optimiser, quoi. Là, il y a moyen d'optimiser parce que parfois, les gestionnaires sont débordés. On a un gestionnaire qui a genre 170 missions ouvertes. Mission ouverte chez nous, c'est un dossier ouvert où le client est en cours. Ça veut dire que soit on est dans la préparation du devis ou on est dans la prise de rendez-vous pour aller sur place ou le chantier a démarré. Donc, on a 170 missions ouvertes là pour un gestionnaire. Donc, on a beaucoup de demandes de ce type-là. Donc, le faire d'une manière organique. Après, on a aussi, en fait, moi personnellement, et ça, c'est une première, celui qui va regarder ça, il va se dire, OK, intéressant. Ce que je veux faire, en fait, c'est que aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse par rapport au business du bâtiment. C'est très facile à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a un client lambda qui m'appelle, moi, ou le bureau, ou peu importe. Il dit, j'ai envie de faire un devis. Souvent, dans le bâtiment, ce client-là, lambda, il va nous faire venir pour rien, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il ne nous connaît pas. Si moi, je fais un devis à 1 000 € et l'ami du voisin de ce même client va faire un devis à 1 200 €, il va prendre? Moins cher. Non. Plus cher. Il va prendre, non, l'ami du voisin. Ok, par rapport à la connaissance, d'accord, ouais. C'est une question de confiance. Ouais, d'accord. Il n'achète pas une chic au Carrefour qui coûte 1,50 €, et s'il n'est pas bonne, il la jette, tant pis. Ouais. Il achète un service qui est quand même cher, 1 000 €. Et là, 1 000 €, c'est encore pas cher. Souvent, c'est des chantiers à 5 000, à 10 000 €. Donc, il préfère surpayer pour quelqu'un en qui il a confiance. Ah ouais, ok. On est d'accord là-dessus? D'accord, ok. Donc, on a ce problème-là. Et du coup, si quelqu'un m'appelle pour dire je ne suis pas... venez faire un devis, la plupart du temps, je vais refuser. Ok? Parce que en fait, on met en place un tunnel commercial spécifique. J'ai posé la question, justement. Le tunnel commercial, pour un client lambda qui ne nous connaît pas et nous, on ne le connaît pas, ou il ne vient pas par bouche à oreille, on va lui demander de faire une vidéo de chantier. D'accord, ok. De ce qu'il a envie de faire, dans laquelle il lui explique. Donc, c'est une vidéo confidentielle qui va être effacée à la fin. Donc, c'est pas comme si ça va être diffusé ou que ce soit. Et donc, c'est une vidéo qu'on reçoit par email ou par WhatsApp. Sur base de cette vidéo-là, on va essayer d'estimer plus ou moins le budget que nous, on est prêt à faire le chantier. Donc, on envoie une estimation. Ça va être entre 6 000 et 7 000. Ça va être entre 6 000 et 8 000. Et ensuite, on fait le suivi du client, ce que je viens de discuter tout à l'heure avec toi. On rappelle le client pour dire, voilà, le budget, c'est entre 6 et 8. Est-ce que vous avez le budget pour? Si le client nous dit, oui, j'ai le budget pour et tout est clair, là, on fait le déplacement. D'accord, ok. Là, au moins, on est sûr que le client a le budget pour faire le chantier et c'est pas un devis juste, tiens, combien ça me coûterait refaire le toit? Je suis curieux de savoir. Parce que nous, un devis, c'est une demi-journée de travail. Déplacement, aller sur place, faire un devis, tout ça. Donc, on essaie d'optimiser au maximum le taux de conversion en faisant ces vidéos WhatsApp. Et en fait, c'est intéressant parce que dans une entreprise comme la tienne qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, tu as plusieurs endroits où tu peux optimiser, économiser ou rentabiliser encore mieux. Et toi, en fait, c'est ça ta stratégie. C'est-à-dire que tu segmentes un petit peu ton business et tu vois là où il y a moyen d'optimiser, rentabiliser, etc. C'est ça, en fait. Parce que je pose cette question parce que la plupart des gens pourraient se dire, OK, moi j'ai une boîte, je veux plus d'argent, il me faut plus de clients. Ou des fournisseurs moins chers ou des trucs comme ça. Je connaissais une personne qui faisait 500 000 de chiffre d'affaires par mois. Donc pour moi, ça me paraissait énorme dans les panneaux solaires. Et il me disait que nous, c'est simple en fait. On veut plus de clients, on veut moins. Ou par exemple, ils trouvent des fournisseurs moins chers. Et je me dis, mais il y a moyen de segmenter, d'optimiser ça différemment, tu vois. Et c'est vrai que ton approche, elle est beaucoup plus analytique.
Ouais. C'est vrai que pour le métier du bâtiment, je connais pas du tout. Et tu vois, la façon que tu m'as expliqué, j'ai quand même appris des choses. Et je me dis, bah, si moi j'ai appris des choses, des personnes qui sont comme moi apprennent des choses. Et... Tu sais quoi, on va faire un challenge. Tous ceux qui regardent la chaîne ici, maintenant, la vidéo, Ouais. et si vous estimez que votre secteur d'activité est plus compliqué que celui du bâtiment, mettez ça dans les commentaires. Et moi, je vais personnellement répondre à ces commentaires. Et tu vas voir que je vais expliquer pourquoi chez nous, c'est le plus compliqué. On a toutes les difficultés du monde. Donc, nos ouvriers qui sont chez les clients en permanence, qui ne sont pas joignables. Les erreurs, ça coûte 3 fois le prix, parce qu'il faut casser, il faut mettre dans la décharge, il faut racheter de nouveau. On a des clients non récurrents, parce qu'une fois le client il a fait sa salle de bain, la suivante, c'est dans 20 ans. Et on a aussi, on n'est pas dépendant que de nos hommes et des gestionnaires, mais on est dépendant de nos fournisseurs. Parce que si jamais la marchandise qui est livrée n'est pas de la bonne qualité, parce qu'il y a eu un problème de fabrication, bah, il faut le refaire. En attendant, le planning, il est mis pour que l'homme place le carrelage alors qu'il n'est pas à la bonne dimension, et ça a été mal fait par le fournisseur. On est à l'arrêt. Qu'est-ce que je fais avec les hommes à ce moment-là? Le client n'est pas content parce qu'il a déjà prévu l'emménager dans son appartement, alors que l'appartement ne sera pas prêt parce que le fournisseur a fourni le mauvais truc. Ou parfois, on a aussi toutes les problématiques avec les architectes qui doivent dessiner le plan et une solution, ou les ingénieurs qui doivent réfléchir à la poutre et la mettre en place. Et la dernière difficulté, j'ai hâte de lire les commentaires s'il y aura par rapport à des secteurs plus compliqués que celui-ci, c'est un chantier, c'est un seul corps de métier qui intervient 3 fois à des phases différentes. Tu as l'électricien qui vient pour faire les signes et mettre les câbles, ensuite il vient pour placer les blochets, et ensuite il vient pour accorder les prises. Tu vois? Et entre les deux, bah, le plafonneur doit savoir à quel niveau il doit sortir avec le plafonnage pour être à ras avec le blochet. Je sais pas si je me suis fait comprendre correctement. Mais comment tu gères tout ça C'est-à-dire que ton processus de recrutement, déjà, comment est-ce que tu gères ça? Alors, c'est compliqué parce que ce métier-là n'existe pas. Aucune école ne forme le gestionnaire. C'est ça. Aujourd'hui, quand je regarde le gestionnaire, bah, j'ai un gestionnaire qui est venu chez nous en tant que stagiaire en plomberie. Ça fait 5-6 ans qu'il est avec nous. Donc là, il est devenu gestionnaire parce que d'abord, il est passé par le chantier. On a un autre qui avait 10 ans du bâtiment et j'ai vu un potentiel parce qu'il était très commercial. Je me suis dit, tiens, on te met sur chantier pendant 6 mois et si jamais tu fais connaissance des équipes et c'est quelque chose qui te botte, on te monte gestionnaire. Donc là, il est gestionnaire. Et j'ai un autre. Et puis, c'est mon frère qui gère le chantier et moi aussi. Et d'accord, vous êtes deux. On est deux patrons. 2 patrons dans la société et 3 gestionnaires. Ok. En plus. Et tu as des concurrents? Enfin, je veux dire, ton process, je suppose qu'il est. Il y a sûrement des concurrents qui ont essayé peut-être de copier. Je sais pas, j'en connais pas un seul concurrent qui fait les enquêtes de satisfaction. Après, si tu compares les pommes, alors le jour où je vais entendre quelqu'un qui fait les enquêtes de satisfaction, là, je serais curieux de plonger dans comment lui, il gère ce genre de choses-là. Nous, on fait les statistiques par gestionnaire par rapport au taux de satisfaction des clients. Donc, on regarde qui est meilleur. On a un système de bonus pour les hommes qui travaillent sur chantier. Tout un chapitre. Du coup, ça les motive à fond. On a plein d'outils en place pour réussir un chantier. Et pour moi, c'est le minimum nécessaire pour que le chantier soit un succès. D'accord. Si tu ne mets pas ces outils-là en place, les chances ça ira pas. Ça risque de ne pas aller. Et je reviens un petit peu à ton parcours parce que tu n'es pas entrepreneur de base, tu fais des études à l'ULB en tant qu'ingénieur civil. Comment tu passes du salariat justement à l'entrepreneuriat et dans un domaine que tu connais pas? Ça rejoint le sujet qu'on a évoqué par rapport aux 10 ans que j'ai perdu de ma vie. J'ai envie de dire que donc déjà les études que j'ai faites, je pense qu'ils ne m'ont pas servi à grand-chose par rapport à ma vie professionnelle actuelle. Okay, donc j'ai raté de direction, on va dire. J'aurais dû faire une formation différente, je pense. Et après ça, sachant que j'ai fait des études universitaires, souvent, à mon avis, à 99%, s'il n'y a pas à 100%, tu es mis sur la piste de salariat. Bah oui. Tu ne vas jamais réfléchir après le NIF de devenir entrepreneur. On ne t'a pas formé pour. Tu vois, on t'a encore plus formaté pour devenir salarié. Donc j'ai fait le circuit classique. Après l'université, je suis allé faire des études complémentaires, une fois de plus, parce que mon chemin n'était pas trouvé. Et même après ces études complémentaires, dans une filière opposée à Polytech, j'ai fait des études par la suite, un master dans les finances et économie. D'accord. Et donc j'ai dû travailler. Par la suite, je suis rentré en tant que salarié dans une société où je travaillais dans un département financier. Une boîte américaine? Pardon? Une boîte américaine, c'est à ce moment-là? Exactement. Et là, j'ai bossé 4 ans. Et donc, tu vois,
5 ans d'UNIF plus une année de master supplémentaire en finance économie et ensuite 4 ans de salariat, ça fait 10 ans que j'ai perdu. Si j'avais commencé l'entrepreneuriat, par exemple, à la fin de mes études secondaires, à 18 ans, t'imagines, j'aurais eu 10 ans d'expérience en plus aujourd'hui que ce que je l'ai aujourd'hui. J'ai perdu 10 ans. C'est fou parce que j'entends beaucoup dans mon entourage des personnes qui ont mon âge, 30 ans, et qui terminent leur master, par exemple, et qui sont focalisés sur leur master en disant le master d'abord et ensuite je fais mon petit projet, etc. Et j'ai beau discuter avec eux, mais ils sont formatés, quoi. On est formaté, exactement. Mais tu sais, je pense que l'entrepreneuriat existe aujourd'hui et j'en suis ravi que ça existe, quelque part grâce au mauvais paradigme de fonctionnement entre employeur et employé. Du coup, ça crée une frustration et du coup, forcément... Les gens cherchent une autre solution. Ouais. C'est pour ça, en fait, que je suis sorti... C'est pour ça, justement, je suis sorti de salariat, parce que je n'étais pas content au boulot. Ouais. D'accord ? Parce que je n'aimais pas le paradigme d'avoir un patron au-dessus de un employé qui était mon responsable, avec qui, par exemple, c'était pas le paradis, tu vois ? Ouais. Et donc, moi, j'étais super motivé à apporter énormément de valeur à la société, et ça n'a pas été perçu de cette manière-là. D'accord, ouais, c'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs. Alors, quand tu prends... Ça, c'est un truc que je te conseille de faire un jour. Tu tapes études statistiques sur la satisfaction des employés au travail. OK. Alors, et là, on a posé une question à je ne sais pas combien d'employés, 1000, 10 000. Êtes-vous pleinement satisfait de votre travail à l'heure actuelle ? À ton avis, qu'est-ce que les gens ont répondu ? Alors, la réponse, c'est simplement oui ou non. Ah non. Alors, 90%, les gens ont dit non. 90%. 90%. Regarde, aujourd'hui, et on ne fait rien pour. On ne fait rien. On voit, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de personnes qui... C'est lié à bien chaque sûr, fois. bien parce sûr. que tu rentres dans ce tunnel où tu es salarié, et ça, c'est la cerise sur le gâteau qui t'enfonce encore plus là-dedans, c'est qu'on te fait un package de malades. T'as une voiture, voiture t'as la pension, et si t'es fonctionnaire, tu es nommé. On ne sait pas te licencier. T'as une assurance groupe, t'as l'ordi, t'as les vacances, t'as les 10 jours supplémentaires de vacances. Mais par contre, quand il se lève le matin, le salarié, il a ah non, putain, encore aller au travail. On est des cadavres. Putain, c'est ça. Le vendredi soir, ils sont en train de déjà discuter. Le week-end est vraiment génial. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a l'expression tu sais, c'est lundi matin. Qu'en entrepreneur, il n'y a pas de lundi matin. Non, au contraire. Moi, je me lève le matin, putain, chouette, on y va. J'ai hâte d'aller au travail parce que j'ai envie d'apporter de la valeur à mes clients. C'est un plaisir. Je dépose mes enfants. Je ferme la porte de l'école, je suis là, c'est parti, au combat, j'adore ça, tu vois. D'ailleurs, le terme travailler, est-ce que ça a une connotation positive ou négative d'après toi ? Déjà, si on voit l'étymologie du mot travail, ça vient de, je crois, tripalium, qui veut dire, qui est un outil de torture à la base. Donc, je sais pas, là tu m'en prends un truc. Donc déjà, ça, il faut changer. À mon avis, changer le terme, utiliser un autre terme. Tu vois ? De toute façon... Tous ces mots-là de travail sont faits pour cloisonner, je pense. Déjà, je ne dis pas que tous les salariés doivent devenir entrepreneurs. Je pense qu'il faut revoir le concept de fonctionnement entre employeur et employé. Il y a un gros problème aujourd'hui. Il y a 90% des gens qui ne sont pas contents. Et pire que ça, ces gens-là, ils sont pas contents. Ils sont dans une cage dorée avec des diamants partout. D'accord ? Ils sont contents. Belle cage. Mais ça reste une cage. Et à un moment donné, ils sont là. Soit je continue à toucher mes 2005 ou 3000 euros, ou bien je vais au chômage. Okay ? Ils se font licencier, ils vont au chômage, et du coup, l'employeur qui avait ce gars-là, c'est mon cas de figure aujourd'hui, j'ai un employé qui part de mon entreprise. Quand je lui pose des questions, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais suivre des cours de je sais pas quoi. Et donc, du coup, quelque part, je ne suis pas contraire à ce qu'il suive des cours, tu vois, mais j'ai plus l'impression qu'il le fait parce que il y a cette option-là qui existe. C'est ça. Alors que si cette option-là de chômage n'existait pas, il serait venu vers moi pour dire, écoute, Stas, je suis pas content au travail à cause de ça. Peut-on discuter pour améliorer ça ? C'est important pour moi. Donc, c'est le gars qui serait venu chercher la valeur à contribuer à la société. Il aurait discuté franchement avec moi par rapport à qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour changer ça. Il aurait contribué réellement à la valeur de l'entreprise. Et je serais là, mais c'est un gars en or. Bien sûr. Donc, ce plan B qu'ils ont tous, fait que leur motivation baisse pour contribuer à l'entreprise. C'est le gros problème de la Belgique. On le voit. On a une couverture sociale qui est unique au monde, qui est géniale parce qu'on risque jamais rien.
Mais c'est vrai, comme tu dis, quand tu es entrepreneur et que tu as des salariés, des employés qui se battent pas qui donnent pas leur vie pour une entreprise et qui suivent après des options ou la facilité, c'est quelque chose qui est peut-être à revoir aussi. Alors, Chaque fois que je prends le volant dans ma voiture, je réfléchis comment changer le paradigme employeur-employé pour améliorer ça. Moi, j'ai commencé à mettre en place chez moi des bonus en fonction des chiffres ils font, tu vois. Pas uniquement pour les commerciaux, mais aussi pour le staff administratif. Ça se discute, tu vois. C'est pas encore la meilleure solution. Après, déjà, tu offres une reconnaissance à l'employé ou au salarié, et je pense que déjà, c'est ce que beaucoup de boîtes ne font pas. Je sais. Alors ça, c'est un autre débat aussi. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il faut distinguer boîte et boîte. Dans la boîte où il y a le patron, qui appartient à la société, c'est une boîte qui doit performer et qui doit fournir de la valeur. Après, 95% des boîtes qui existent sur le marché aujourd'hui, ce sont des boîtes corporate où il n'y a pas de patron. Le patron, il est aux États-Unis, en Australie, j'en sais rien, en Allemagne, d'accord. Et donc tu es géré par les employés même, d'accord. C'est le pire. Pour moi, pour toi, peut-être que c'est le pire. Tu as le confort absolu, ton employé aussi, là, ton patron, enfin, ton responsable de toi, il est employé aussi, et ainsi de suite. D'ailleurs, à ton avis, quelle est, je veux dire, mission d'un manager? Quel est son objectif? Alors, directeur employé qui est passé à un poste de directeur, quel est son objectif à ton avis? Moi, je dirais il a un peu ce rôle du prof avec la baguette, un peu. Oui, mais à titre personnel. À titre personnel. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu celui qui doit porter le poids du patron qui n'est pas là, mais en même temps qui a ce rôle de leader alors que c'est pas leader, quoi. C'est ça. C'est spécial, en fait. C'est très compliqué à expliquer. Et je pense que pour le motiver, cet employé qui est directeur, d'accord, il faut mettre fixe et variable. Mais variable qui n'est pas taxé à 90%, qui est taxé à voire moins que le fixe. Et alors, d'après moi, mais une fois de plus, j'ai pas envie d'avoir des gens qui vont se dire ouais, c'est n'importe quoi. Mais vous pouvez, allez-y, mettez les commentaires négatifs si vous voulez. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de généraliser une fois de plus, c'est la mission d'un manager, c'est de ne pas merder pendant 5 ans. Ce n'est pas merder pendant 5 ans. Ça veut dire quoi? C'est que le gars, on le nomme directeur d'une boîte où il y a 150 personnes qui travaillent, il se dit ok, j'ai ce poste-là, j'ai mes 6 000 euros net, plus la voiture BM série 18 000, j'ai mes chèques, j'ai les vacances, j'ai les restos, tout est payé. Qu'est-ce que je dois faire pendant 5 ans? Ne pas merder. Voici le budget, voici mon PNL, je dois rester sur le même chiffre, voire faire un peu mieux que les autres ont fait, mais ne pas merder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont N-1, tu vois ce que c'est N-1, c'est ceux qui sont juste en dessous, viennent avec une initiative qui est positive, disons, faisons cet investissement de 50 000 pour gagner 2 millions derrière. Le manager, le directeur est là. Si jamais on merde dans ce projet-là, ils vont dire que c'est ma faute, parce que moi, je suis le patron de la société. Tu sais quoi? Non, on va pas investir. D'accord? Le capital privé disparaît dans ce cas-là, d'accord? Il va dire non à tout. Il a envie de juste suivre le rythme organique. Rentrer à 17h à la maison, retrouver ses enfants, ce n'est pas une reproche, d'accord? Et continuer à travailler d'une manière tout à fait classique. Et il n'est pas merdé pendant 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Il devient directeur, il devient N+1 d'une autre boîte, il gagne, à la place de 6 000, il va gagner 7 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regarde, c'est assez facile aujourd'hui. Les boîtes qui ont super bien réussi dans notre monde aujourd'hui, c'est qui? C'est Elon Musk. C'est un capital privé qui se trouve à la tête d'une société, et lui, il est derrière tous les gens en disant je t'ai demandé de faire ça, tu l'as fait ou pas? Non, vas-y, on y va. Et le mec, il n'a pas peur de faire tapis. Hein. Il s'en fout. Parce que c'est son argent, il veut prendre des risques, il sait où il veut aller, et s'il perd tout, c'est pas grave. Il a essayé en tout cas. Regarde Jeff Bezos, Amazon, des monstres. Je sais pas si tu aimes les produits Microsoft. Je suis plus Apple, moi. Exactement, moi aussi. Depuis que Bill Gates est parti, c'est la merde. Je veux dire, ça plante à chaque fois, les Microsoft. Apple, depuis que Steve Jobs est parti, qu'est-ce qu'ils ont réinventé? Rien. Plus rien du tout. Parce que Tim Cook n'a pas envie de merder. Il a fait les lunettes là. Ça fonctionne? Non, c'est vrai. Non, ça fonctionne ou pas? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il n'y a plus vraiment de nouveautés comme à l'époque de Steve Jobs. Tu vois? C'est vrai. Il faut qu'il y ait le patron à la tête de société, tu vois. Sinon, ça avance très lentement. Toi, tu n'as jamais pensé à faire de la politique un petit peu? Pourquoi faire? Non, je sais pas, pour un peu plus. Enfin, je veux dire. N'oublie pas que l'électorat, il est composé de 99% de salariés. Ouais, je sais, mais... Si je veux leur dire, écoutez, vous savez quoi, vos postes, vous n'êtes pas contents, tant pis pour vous, vous devez tout sortir de là et devenir entrepreneur,
Ouais, non, c'est ironique, évidemment. Non, mais peut-être dernière question avant de passer un peu à ta chaîne YouTube, c'est quelles ont été tes difficultés quand tu as créé ta boîte, tu vois? Parce que c'est vrai qu'on parlait de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et bah, la plus grande peur d'un salarié qui peut se lancer, c'est toutes les difficultés que tu peux avoir, tu vois, que ce soit en termes d'argent, le fait de se mettre indépendant. On est en Belgique. Donc, comment toi, est-ce que tu as vécu ça? Je vais être franc avec toi. Je me suis fait licencier de mon employeur. Donc, je suis allé le voir, en fait. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu mettes un terme à mon contrat. J'ai dit ça de cette manière-là. Donc, j'étais unidirectionnel de son côté. Que je puisse prétendre au chômage. Ah oui. Il faut l'avouer. Ah, bien sûr. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'allais vers nulle part. Je ne savais pas ce que je voulais devenir. Et lorsque j'étais au chômage, je suis allé voir l'ONEM. Je leur ai dit, écoutez, en fait, j'aimerais bien lancer mon entreprise. OK? Ils m'ont dit, vous savez quoi? OK. Et donc, j'ai ouvert une entreprise dans laquelle je me suis mis en statut de gérant à titre gratuit. Donc, cette manière-là, l'ONEM était rassuré que je n'allais pas avoir de revenus sur le côté. Et pendant 1 an, c'est mon entreprise qui gagnait de l'argent. D'accord, ouais. Sans me verser de salaire. D'accord. Et toi, tu touchais le chômage? Et moi, je continue à toucher le chômage. Ok, ouais. Mais c'était tout à fait à livre ouvert avec l'ONEM. C'est le statut tremplin ou rien à voir? Non, Non, rien à voir. C'est un statut classique où la personne qui me suivait à l'ONEM savait que j'étais gérant d'une entreprise. D'accord. L'entreprise gagnait de l'argent, mais moi, je recevais rien. Et je pense que c'est un statut qui existe aujourd'hui aussi. Ça veut dire que celui qui a envie de se lancer, on te donne une échéance d'1 an ou plus. Tu te lances et on verra bien ce que ça donne. Ouais. Eh bien, ça a fonctionné, tu vois, comme ça. C'est comme ça que je me suis lancé. Donc, c'est une astuce pour ceux qui veulent se lancer tout en restant au chômage. Mais je crois que ça s'appelle le statut tremplin. Et alors, une fois de plus, tu vois, je critique le chômage parce que aujourd'hui, je suis en concurrence par rapport à mes employés vis-à-vis du chômage parce que pour eux, c'est facile de partir. Ouais. Et je suis pas contre le chômage. C'est marrant que tu dis, je suis en concurrence avec le chômage. C'est excellent. Bien sûr, l'employé aujourd'hui, moi, je suis en concurrence vis-à-vis d'un système d'assistanat. Il y a le CPS, tu as le chômage, tu as d'autres systèmes aussi, tu vois. Je suis en concurrence parce que mon employé qui se lève le matin, il se dit, est-ce que je vais aller chez Stas pour faire le travail à 8-5 tous les jours, mais ça me plaît pas parce que je me suis pas encore trouvé, mon chemin n'est pas encore trouvé. Ouais. Ou on voit tous tout balader, j'envoie tout le monde chier et je passe au chômage. Donc je suis en concurrence avec le chômage et le CPS. N'oublie pas ça. Malheureusement d'ailleurs. Ça va? Et où je voulais en venir? Donc tu disais que finalement le chômage t'a aidé à ce moment-là. C'est ça, il faut l'avouer, tu vois. Donc, mais il faut, je pense, être franc avec le chômage à ce moment-là en disant, écoutez, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc laissez-moi une chance pendant 1 an et ainsi de suite. Donc, je ne dis pas que le chômage c'est quelque chose de mauvais. Je dis que le chômage c'est très positif, c'est très bien dans certains cas. Dans mon cas à l'époque, c'était utile. Dans le cas d'une mère solo qui a 3 enfants et qui a perdu son emploi parce qu'il y a une restructuration, parce que l'usine se ferme, c'est très bien aussi, et ainsi de suite. Mais certains cas de figure, les gens en abusent du système aussi. Ouais, bien sûr, mais ça c'est comme tu dis, la facilité et le choix entre aller travailler pour se lever le matin ou aller au chômage. Ouais. Donc je n'ai pas pu résoudre aujourd'hui le paradigme employeur-employé, dans l'entreprise non plus. J'y travaille, je réfléchis tous les jours, mais je serais heureux de recevoir des employés qui me disent, voilà, voici ce qui me plaît, voici ce que j'aimerais bien qu'on mette en place pour que je serais content de venir au travail tous les jours. Et à mon avis, une des solutions, c'est avoir un fixe et un variable et à quote-part égale. Genre, tu touches 1500 net et 1500 variables à condition que tu remplisses ces critères-là. Mais le 1500 ne peut pas être taxé à 95%. Enfin, il est taxé à 80% en Belgique, tu vois. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça démotive la personne. Il travaille comme un acharné, il fait des heures sup pour toucher à la place des 1105, il touche 200 €. C'est aberrant, ouais. Ok, donc si je veux travailler chez toi, je fais comment maintenant? Je te contacte où? Tu me contactes tous les réseaux, tu es partout. Tout ce que tu veux, réseau, LinkedIn, site web, email. Tu envoies un email sur rh@bebit.be. Tu peux me contacter sur LinkedIn, Stas Birg. Tu peux envoyer un email, tu peux appeler au bureau 02 346 60 04. Une question clé, tu poses la question à ceux qui viennent ici par la suite. S'ils connaissent leur fixe, ça veut dire que c'est des vrais patrons. Très bonne question. 02 346 60 04. Et quoi d'autre? Instagram aussi. Tu mettras les comptes? Je mettrai tout en dessous, ouais. Il n'y a pas de souci. C'est facile. Et donc, voilà. Donc, c'est important quand vous choisissez un travail où vous voulez fournir de la valeur, choisissez bien des boîtes où le patron est à la tête. Sinon, vous allez vous retrouver dans un chemin où tu as un employé qui est à la tête de la société et ta valeur va être mal perçue. Ouais, bien sûr. C'est ça.
Ok, on va parler de ta chaîne YouTube. Go. Parce que c'est rare un entrepreneur qui lance sa chaîne YouTube. Et c'est vrai, moi, ce qui m'a marqué vraiment avec ta chaîne, c'est que tu veux, non pas, je vais pas dire pas transmettre ton expérience, mais tu vas vraiment interviewer d'autres entrepreneurs. Et en fait, on découvre l'histoire, un peu les dessous. Tu poses souvent des bonnes questions chiffrées à ces entrepreneurs-là. Déjà, pourquoi avoir lancé cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Pourquoi pas? L'envie de transmettre. Non, transmettre aussi. Mais notamment, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'à un moment donné, tu sais, ça n'existe pas une formation dans l'entrepreneuriat. Ça Bien n'existe sûr. pas. Ouais. La seule source que nous avons, nous, les entrepreneurs, pour se former, parce que c'est pas donné. Hein. Tu ne peux pas devenir entrepreneur et tout savoir. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, un entrepreneur qui soit dans l'ORECA, dans le bâtiment, dans l'IT, à 80 ou à 90%, ce sont les mêmes challenges que nous avons. Tu vois, le métier, c'est genre à 10%. Il faut connaître les techniques du bâtiment, comment plafonner, enduire, peindre, et ainsi de suite. Mais les problèmes ne sont pas là. Les problèmes sont tout à fait communs entre tous les entrepreneurs. C'est comment recruter convenablement, comment faire du onboarding, comment gérer la fiscalité. Tu peux développer le onboarding? Excuse-moi, je te coupe, mais ce mot, tu peux expliquer c'est quoi? Onboarding, c'est que c'est recruter une personne, ok, et qui soit mise sur les rails le plus vite possible. D'accord, ok. Les rails, ça veut dire qu'il doit être formé par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on attend de sa part pour que ça soit mis directement dans l'engrenage de l'entreprise et soit actif, productif et puisse fournir de la valeur. Pour qu'il ne tourne pas les pouces en disant qu'est-ce que je fous là. Parce que ça coûte de l'argent. Ça, c'est l'onboarding. Ok. Et donc, c'est à 80 à 90% des entrepreneurs, ils ont les mêmes difficultés. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis allé voir YouTube pour me former et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a aucune chaîne YouTube qui fournit une vraie formation. Ouais. Et je pense que je vais être un peu, peut-être, un peu hautain, mais parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé une seule chaîne YouTube qui donne vraiment une vraie valeur. Récemment, j'ai découvert Hakim Ben Othman. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais. Magnifique l'outil. Là, c'est le seul gars qui... Hakim Ben Othman. Ben Othman. C'est francophone? Il est francophone, il est français, et il y a une chaîne avec des podcasts avec lui. Okay. Et lui, tout à fait d'une manière objective, il me surpasse. Il est plus fort que moi. D'accord. Et à quel niveau? Tu veux dire qu'il donne encore plus de valeur ou en fait, c'est son expérience de vie par rapport à tout ce que je disais ici par rapport au salariat et tout ça. Lui, il a encore plus de vécu, encore plus d'expérience parce qu'il a commencé très tôt. Donc, si moi j'avais commencé à 18 ans comme lui, je serais à ce stade à lui. Mais moi, j'ai commencé malheureusement 10 ans plus tard. Donc, je suis 10 ans moins développé du point de vue entrepreneuriat que lui. Donc, ça, c'est le seul gars que je regarde et j'apprécie, j'admire. Bonjour Hakim, si tu regardes ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vas voir des gros entrepreneurs comme le fondateur de Odoo, par exemple, mais aussi tu vas voir des petits commerces de proximité. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les deux mondes quelque part, tu vois. Et c'est vrai que c'est souvent très différent. Et aujourd'hui, comme tu dis, dans le milieu de YouTube, en entrepreneuriat, c'est souvent du bling-bling, tu vois, j'aime bien dire. Beaucoup d'argent, des belles voitures, beaucoup de blabla aussi, tu vois, au niveau théorique. Mais des personnes qui vont voir des entrepreneurs qui posent les bonnes questions parce que faut pouvoir faire une belle interview, poser les bonnes questions, avoir une vraie valeur qui va sortir de l'entrepreneur et il faut quand même connaître le domaine, quoi, faut avoir une expérience. C'est ça qui est intéressant, quoi. Alors, ça qui est intéressant, ça aussi, tu vois, quand tu regardes le métier d'un journaliste, d'accord, un journaliste, peut-être à titre personnel, il s'intéresse à la danse, j'invente. Et puis, on envoie ce journaliste-là interviewer un patron d'une entreprise. Est-ce que lui, il pourra poser des bonnes questions? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Un métier de journaliste, c'est en fonction de celui que tu interviews. D'accord. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je pose des bonnes questions grâce à ça. Donc, journaliste, c'est un truc intéressant. Je pense que c'est un mauvais mix entre être journaliste et interviewer n'importe qui. Non, c'est loin d'être suffisant. Tu dois connaître le métier, l'avoir vécu. C'est pour ça que je pose des bonnes questions. Non, mais c'est vrai, tu vois. Je vois souvent des vidéos où tu as par exemple un intervenant qui est très intéressant et les personnes qui vont interviewer en mode journaliste, où ce sont vraiment des journalistes, tu vois, qui développent pas, mais qui ont leur script quelque part, tu vois, et il n'y a pas de vraie valeur, tu vois. Il n'y a aucune formation là-dedans. C'est ça. Tu écoutes juste parce qu'il y a une belle image, un chouette son, et la journaliste en question, elle est bien maquillée. Et surtout, toi, tu vas sur place. Et alors, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que tu vois ce qui se cache derrière les personnalités. Parce que souvent, ce que je regardais à l'époque, en 2020, quand je lançais ma chaîne YouTube, pour revenir à ta question, je regardais YouTube et il n'y avait pas assez de matière pour moi. Par contre, j'avais des copains.
Et donc, les 4 premières vidéos, je lançais avec des copains que je connaissais en disant, je viens avec une équipe professionnelle pour te filmer et on va discuter de tout et de rien, on va visiter ton entreprise et en même temps, on filme. Comme ça, on a de la matière qu'on pourra, immortaliser dans YouTube. On y va. Qu'est-ce que ça nous coûte? Ça nous coûte une journée. Et à ma grande surprise, initialement, il y avait des interviews qui étaient prévues d'1 heure, 2 heures. D'accord? Mais quand je me suis présenté avec une équipe professionnelle, les entrepreneurs, les copains entrepreneurs, ils se sont dit, tiens, il y a toute une équipe ici. Et du coup, ils ont passé une journée entière avec moi. Ouais. Mais à ce moment-là, ça m'a permis de montrer un peu ce qu'il y a derrière ces gens-là. Quand tu regardes les 4 premières vidéos de ma chaîne YouTube, chaque fois, c'est des copains qui, voilà. Et j'ai pu poser plein de questions pour me former personnellement, à titre personnel. Ouais. D'accord? Ce n'était pas pour... allez, c'est pour transmettre aussi, ça va de soi. Et créer quelque chose d'unique pour les autres entrepreneurs qui se cherchent et qui se posent des questions. Mais là, en l'occurrence, je vais être égoïste, là. C'est pour moi, en fait, que je le faisais. Et par la suite, j'ai mis les 4 vidéos en ligne. Ça fonctionnait pas mal. Et moi, ça m'a plu aussi. Ouais. Parce que l'objectif de la caméra fait que l'entrepreneur s'ouvre et te partage toutes les informations. Et en plus, il t'ouvre ses coulisses. Et tu regardes ce qui se passe derrière. Et toi, tu te formes. Quand moi, je sors une vidéo d'1 heure, avec ça, je clôture, je te laisse après la parole. Quand moi, je sors une vidéo d'1 heure, il faut se dire que derrière, il y a 6 heures d'enregistrement et des questions. Ah ouais, ok. Imagine un peu, moi, je suis formé 6 fois plus vite et plus intensément. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu n'hésites pas à poser des questions que peu de posent, tu vois, comme par exemple le chiffre d'affaires, où il y avait une question, je me souviens plus laquelle c'était, tu avais posé une question. Si tu es millionnaire. Si tu es, voilà, je crois que c'est ça. Et les gens répondent, en fait. Il n'y a pas de tabou quelque part. Et ça, c'est vraiment top. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube. Alors, tu peux rappeler le nom? Alors, la chaîne s'appelle Entreprendre et Vivre. Ouais. Quand vous tapez ça dans YouTube, vous allez tomber sur le logo avec ma tête. On mettra évidemment en dessous. C'est gentil. Abonnez-vous tout de suite, commentez, likez, partagez. C'est super important parce que la chaîne, tout ce qui est visionnable sur YouTube, c'est gratuit. Et votre seule manière de me remercier, c'est juste votre abonnement, en fait. Et c'est quoi ta vision, tes projets par rapport à ta chaîne YouTube? C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les coulisses, en fait. C'est que je constate en fait les gens qui regardent YouTube aujourd'hui, d'une manière générale, ils sont là pour le côté amusement, divertissement. D'accord? Les gens aujourd'hui perçoivent YouTube pas en tant qu'une source de formation, alors que c'est le cas avec ma chaîne. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc du coup, quand tu regardes le public qui regarde YouTube, à mon avis, 99,99, c'est des salariés ou les gens qui sont pas du tout entrepreneurs. C'est des enfants, ce sont des personnes âgées, voilà, ou des salariés. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, donc la chaîne, elle a du succès, mais elle n'a pas non plus 100 000 abonnés. Et je me rends compte que les entrepreneurs n'ont pas le temps de regarder la chaîne YouTube parce qu'ils ne la connaissent pas. Et aujourd'hui, donc, je fais un petit pivot pour continuer à tourner des vidéos avec les entrepreneurs, mais avec les commerces de proximité. Une pharmacie, une pizzeria, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui va sortir d'ici 1 ou 2 mois. Je viens de filmer 4 épisodes avec un restaurant, une pizzeria, une agence immobilière et un magasin de luminaires. Ouais, donc vraiment, tu te limites pas, quoi. Tu vas avoir vraiment tout ce qui est commerce, indépendant, entreprise, tu y vas, quoi. Ouais. Ce qu'il faut se dire, en fait, pour créer cette chaîne YouTube, avec du matériel de qualité, ça coûte beaucoup d'argent. Et en plus, tu es une personne qui te suit tout le temps, quoi. Qui? C'est celui qui tient la caméra, qui gère les micros. Non, on filme à 2 personnes. À 2 personnes, il y a 2 personnes qui filment, parce que si jamais il y en a un si jamais c'est en déplacement, il faut qu'il y ait un safe shot, ça s'appelle, je pense. C'est-à-dire que si quelqu'un est en déplacement, l'autre, il est fixe. Ah oui, d'accord, et il est un peu en backstage. Il est en plan B, tu vois, il est toujours là. D'accord, ok. Donc il bouge toujours par tour. Il y a un qui te bouge, l'autre qui est fixe, puis c'est celui-ci qui bouge, tu vois. Okay. Sinon, on perd de la matière. Donc filmer un podcast, je suis désolé, c'est bidon. Ah, mais je suis d'accord. Il fait chaud, je bois un petit café ici, on papote avec des plantes, tout va bien, tu vois. Quand tu le fais en déplacement, et je le fais exprès pour montrer les coulisses d'un entrepreneur, pour montrer l'ampleur qu'il y a derrière, pour planter le décor. C'est 20 fois plus compliqué du point de vue technologique et technique que le faire ici dans un studio podcast. Par contre, ici, je me concentre beaucoup mieux, tu vois. Oui. Et je peux être différent par rapport à Stas qui est lors d'un tournage. Et tu as eu des interviews qui t'ont marqué toi au niveau personnel, c'est-à-dire que tous. Toutes les interviews m'ont marqué, en fait. On est tous différents. Et ça aussi, grâce à la chaîne YouTube, ça ouvre des portes. Ah oui, forcément. Ça ouvre des portes. Parce que je peux me pointer dans n'importe quelle boîte aujourd'hui et dire, voilà, je passe une journée, on se découvre, et puis... Les gens t'accueillent facilement quand tu poses la question, enfin, quand tu
vas trouver des entrepreneurs pour proposer de les interviewer, ils s'ouvrent facilement ou tu dois plus négocier, il y a des procès, ça se passe comment habituellement? Ça dépend si tu tombes. Alors ça, c'est toujours la même chose, c'est que toutes les constatations que je dis aujourd'hui, ils sont le résultat de ces discussions. Ouais. Par exemple, si tu tombes sur le porte-parole d'un entrepreneur, c'est niet. Ouais. On a une politique stratégique du marketing qui va dans cette direction-là. On n'a pas prévu dans le budget de se faire interviewer par un YouTuber, donc c'est niet. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, c'est que des entrepreneurs. Et si je veux passer une journée avec quelqu'un ou une demi-journée avec quelqu'un, je m'adresse directement à l'entrepreneur. Et si l'entrepreneur a décidé de passer une journée avec moi, il dit à son directeur de marketing, PR, je veux faire l'interview avec Stas, le reste suit tout seul. C'est lui qui me contacte pour dire quand est-ce que tu viens, parce que je dois rendre des comptes à mon patron. Donc je m'adresse jamais à l'employé qui est à côté. Ah bien sûr, ouais. Bah, franchement, allez suivre sa chaîne parce que en plus, je trouve que il y a beaucoup de vidéos, le contenu est qualitatif, c'est-à-dire que c'est pas lisse, c'est dynamique. Et comme tu dis, tu es le seul à proposer vraiment ce type de contenu par rapport dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un contenu unique, quoi. Top, on va parler de ton club maintenant. L'élément le plus important pour moi, je pense, parce que c'est là que je t'ai découvert. En Belgique, il y a beaucoup de séminaires entrepreneuriaux. Et du coup, je t'ai découvert à travers tes séminaires. Et ça m'a marqué parce que, tu vois, il y avait ce côté familial dans le sens où tu es accessible, les gens sont accessibles aussi, c'est très ouvert, il y a des activités. Donc, déjà, explique-nous un peu en quoi consiste ton club et comment tu as eu l'idée aussi de faire ça, quoi. C'est ça. Suite à la création de la chaîne YouTube, j'ai interviewé des copains ou j'ai interviewé de nouvelles personnes avec qui on est devenus copains. Et je me suis dit, bien, c'est chouette. Mais maintenant, provoquer la rencontre, c'est difficile. Ouais. Viens, on manger tous les jours. Ah, je suis occupé. Ah, je peux pas. Ah, j'ai une réunion familiale. Ah, je ceci, je cela. Donc, du coup, malgré le fait qu'on a passé une journée ensemble et on a profité tous les deux, on perdait le lien on perdait le lien. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer des événements ponctuels, 3 ou 4 par an, où chacun peut bloquer dans son agenda que tel événement arrive, donc provoquer la rencontre, tu vois. Ouais. Et ça, je peux le faire via un club. Tu vois. Et donc, les dates sont fixées à l'avance, et chacun bloque dans son agenda par rapport à ça, parce que là, tu joins l'utile à l'agréable. Bien sûr. Non seulement tu vois des potes, mais en plus, ce sont des séminaires où nous avons des orateurs de qualité, de renom, qui viennent donner des exposés thématiques, pas uniquement inspirationnels. Je ne cherche pas l'inspiration. Mais du concret, quoi. Du concret, de la formation. Ouais. Parce que les valeurs du club, c'est entraide, formation, motivation et action. Ouais. Parce que c'est pas un club d'affaires classique, parce que c'est un club d'affaires d'accompagnement. D'accord. Donc la différence, c'est qu'il y a du concret où tu accompagnes vraiment les entrepreneurs à passer des paliers, à améliorer leur chiffre d'affaires. Et c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que, en tout cas, nous en Belgique, ici, on n'a pas vraiment des accompagnements comme ça, enfin des clubs qui proposent des accompagnements complets. Et j'aimerais que tu reviennes sur le fait que, parce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est que n'importe quel membre peut pitcher devant tout le monde leur business, tout simplement. C'est très facile, ça rejoint simplement les valeurs du club, tu vois. Et la mission du club, c'est très important pour moi aussi. La mission du club, c'est stabiliser l'activité de l'entrepreneur, le faire grandir et sortir de l'opérationnel. D'accord. Et donc, moi, je regarde tous les membres pour qu'ils puissent évoluer dans cette direction-là. Si mon objectif, ma mission n'est pas atteinte, je me dis, il faut que je restructure quelque chose dans le club pour que ça soit le cas. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu prends toujours les feedbacks des membres pour à chaque fois améliorer et t'es à l'écoute, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, ici, maintenant, tu crées des nouvelles offres. Tu peux nous en parler un petit peu, par exemple, juste pour excuse-moi, je te coupe. Pas du tout. Je veux que tu me parles concrètement. J'ai 3 profils. Je démarre l'entrepreneuriat. Ok, j'ai pas beaucoup de budget. Enfin, on démarre, quoi. Je suis un entrepreneur confirmé. Je fais déjà 100 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Comment tu peux m'aider? Et j'ai le gars qui fait plusieurs millions, qui a un gros réseau. Qu'est-ce que tu lui apportes? Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un processus continu d'apprentissage. Sûr. Donc, celui qui démarre, il doit beaucoup apprendre. Celui qui a un chiffre d'affaires de 500 000, il a aussi des choses à apprendre. Et celui qui a 1 million ou 3 millions, il a aussi des choses à apprendre. Ouais. Et même celui qui a 100 millions, il a aussi besoin de choses à apprendre. Tu vois. Bien sûr.
j'ai même constaté que ceux qui font 10 millions, 20 millions, ils ont des coachs personnels, et donc ils continuent à se former. Ouais. Tu vois. Ici, en l'occurrence, on a 4 formules. Ok. On a la formule starter qui est tout à fait gratuite pour tout le monde, en fait. Celui qui démarre a envie de goûter un peu l'entrepreneuriat, comprendre un peu de quoi il s'agit. Mais il doit être entrepreneur ou avoir un esprit entrepreneurial. Ouais. Il doit me prouver qu'il est entrepreneur. Voilà. Donc, il n'est pas... Ça, ça reste entre nous ici. Celui qui arrive à la fin du podcast, il va découvrir cela. Parce qu'en fait, le club, en fait, le club, il est composé uniquement des entrepreneurs. Ouais. D'accord ? Parce que moi, j'ai visité beaucoup de clubs et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de directeurs, il y a beaucoup de managers et ainsi de suite. Ah ouais, et dès ouais. que la réunion s'est terminée, les gens se lèvent et ils se cassent. Bah oui. Chez nous, lorsque nous, on a nos rassemblements du club, des membres, le restaurant ferme, ils commencent à mettre les chaises sur les tables, ils commencent à nettoyer le sol. Nous, on est encore en train de discuter. Tu vois la différence? Bah, ouais, Donc, une des conditions du club, c'est que tu dois être entrepreneur. Mais entrepreneur comment? Sur le papier ou dans la tête? Dans la tête, ça suffit, tu vois, pour entrer chez nous. Ah, c'est top. Donc la première formule, c'est une formule starter. Tu as déjà quelques avantages à laquelle tu peux accéder. La formule suivante, c'est une formule que j'appelle full speed, parce que tu génères un certain chiffre d'affaires déjà, normalement. Mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un chiffre d'affaires pour rentrer dans cette formule-ci. Cette formule-là, elle est juste payante. Mais tu as beaucoup d'avantages déjà dedans. Et ensuite, la formule suivante, elle s'appelle, c'est une formule entrepreneur. Et pour accéder à cette formule-là, tu dois avoir un chiffre d'affaires de 500 000. Donc, j'ai mis un palier à 500 000, j'explique tout de suite pourquoi. Et enfin, la dernière formule, elle s'appelle machine de guerre. Machine de guerre. Exactement. Je me suis inspiré d'Elon Musk. Tu connais les modèles qu'il a nommés, le modèle S, X, 3 et Y. Tu sais pourquoi ou pas? Non. Non? C'était pas le nom de ses enfants Non, pas du tout. Parce que le modèle S prend juste les lettres initiales. Okay? Ouais. Le modèle 3, en fait, il n'a pas pu réserver le E parce que c'était déjà pris. Et du coup, le 3, c'est E, en fait. Il a juste, d'accord? Ensuite, X et Y, ça fait quoi? Sexe. Sexy. Sexy. Ouais. C'est véridique, hein? Tu m'apprends quelque chose. Je sais, c'est véridique. Incroyable. Je sais. Donc, je me suis dit machine de guerre. Pourquoi machine de guerre? Alors, la formule de machine de guerre est accessible uniquement aux entrepreneurs qui font 1 million de chiffre d'affaires et plus. Alors, pourquoi cette distinction de chiffre d'affaires? Parce que moi, en tant qu'entrepreneur qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, j'ai des problématiques liées à la motivation de middle management. Ok. J'ai des problématiques de recrutement de gestionnaires. J'ai des problématiques pour lancer de nouveaux marchés. C'est pas des problématiques, c'est juste j'ai besoin d'un entourage qui est déjà passé par là pour me conseiller. Celui qui se lance, qui est en formule starter, lui, tout ce qu'il veut avoir, c'est des ventes. Ouais, des nouveaux clients. Des nouveaux clients. C'est ça. C'est ça. Et donc, quand on se parle, je partage avec grand plaisir tout ce que je sais, comment je peux l'aider, d'accord? Mais moi, j'aimerais bien aussi avoir un retour pour moi. Et donc, ces distinctions des formules selon le chiffre d'affaires favorisent en fait les membres à aller se joindre dans la formule, par exemple, machine de guerre, et savoir qu'aux événements de la machine de guerre, il n'y aura que des entrepreneurs qui font 1 million et plus. Ouais. Ah oui, forcément, je fais 1 million de chiffre d'affaires, j'ai quelqu'un qui démarre. C'est pas la même discussion, le même échange. Alors que le but, c'est vraiment que ce soit concret, quoi. J'ai aussi une théorie par rapport à ça, par rapport à l'évolution des stades d'entrepreneurs qui existent. Dans ma tête, il y a 10 stades. 10 stades. 10 stades d'évolution. Tu as le stade 0, c'est le stade le plus facile. Tu n'as aucune vente. Tu n'es nulle part. Mais c'est un stade qui a son numéro aussi. D'accord? C'est super important. Et pendant tout ce que je vais te dire maintenant, tous les stades sont très compliqués. Hein. Il ne faut pas dire que le premier 0, c'est compliqué à passer au 1. Ils sont tous très compliqués. Ouais. Et j'ai envie de dire plus que vers la fin, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, 0, c'est quand tes personnes, tu n'as aucune vente. Le stade, le suivant, le stade suivant, c'est le stade où tu as déjà vendu quelque chose à quelqu'un. C'est le stade le plus simple, en fait, pour moi. Parce que ce que tu dois faire, c'est vendre au FFF. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. FFF, c'est Family, Friends and Fools. Ok. Tu as envie de vendre n'importe quoi. Tu as envie de vendre ces gobelets-là, tu vas voir tes parents, tu dis, papa, je lance mon business, peux-tu acheter s'il te plaît pour me donner un coup de main? Tiens, fiston, 10 €. Félicitations, tu es au stade numéro 1. C'est très facile de passer au premier, tu vois. Et après, tu peux faire le système d'affiliation. Papa, si tu arrives à vendre ces gobelets-là à quelqu'un d'autre, je te donne 20% du prix. Papa, il est intéressé déjà. Tu vois. Le stade numéro 2, c'est le stade où tu as ton plein dans ton entreprise. Tu n'arrêtes pas de vendre tout le temps. D'accord? C'est le stade numéro 2. Stade numéro 3, c'est lorsque tu prends des sous-traitants qui travaillent pour toi, qui te donnent un coup de main. Tu délègues un petit peu, mais en sous-traitance. En sous-traitance, ok. Ça, c'est stade numéro 3. Stade numéro 4, c'est quand tu as 3-4 en sous-traitance. Stade numéro 5, c'est lorsque tu commences à engager des employés. Parce qu'un employé, c'est quelqu'un qui va travailler selon un... Ça, c'est la phase... La phase compliquée. La phase très compliquée. Très compliquée. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui travaille selon un horaire spécifique, ainsi de suite. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, effectivement, mais ça coûte moins cher que payer un sous-traitant. Il peut te lâcher à un moment donné parce que lui, son objectif, c'est mettre les œufs dans plein de paniers différents. C'est ça, ouais. Donc, il te lâche à un moment donné.
Donc, on t'a les poignées. Ça, on est au stade numéro 6. 5. Ouais. Stade numéro 7, c'est lorsque tu as tous tes employés qui sont full, tu en as 5, 6, que tu gères en direct. Stade numéro 7, c'est quand tu commences à mettre en place un middle management. Donc, toi, tu gères les managers qui gèrent les employés. Et donc, du coup, si tu as 3 gestionnaires et chacun gère 5 personnes, ça fait tout de suite 15 employés, plus 3 gestionnaires. Voilà, tu arrives à ton 30 personnes. Ça va? D'accord. Stade suivant, c'est quand tu nommes, ça c'est stade numéro 8 maintenant. Ouais. C'est ça? Quand tu places un directeur opérationnel qui gère les middle managers, qui gère les gestionnaires. Donc, tu places un directeur opérationnel qui gère les opérations du terrain. Et ça, c'est la phase, c'est une question, parce que c'est un monde que je connais moi. C'est-à-dire que là, tu cèdes tes parts, certaines de tes parts, au directeur qui va devenir CEO. Et toi, du coup, tu es toujours actionnaire, tu es le fondateur, mais tu es moins là. Alors, ça dépend. Non, ça dépend. Pas nécessairement. Tu sais, quand dans une des interviews de Fabien Pincard, je dis non, c'est fini, je donne plus aucune part à qui que ce soit. Okay. Avant, il le donnait, mais il a arrêté de faire ça. Quand tu interviews Salvatore Curaba, il dit il faut partager. Il y a de tout. Ouais. Non, il y a du tout. Il n'y a pas vraiment une solution secrète. C'est plus en fonction du business, du secteur et de la personne. Ça dépend de ce qui motive la personne. D'accord? Généralement, je suis plus pour la politique de Fabien, disons, n'est pas distribuer, juste donner un super fixe, un super variable en fonction du résultat. Et voir en fonction de chacun. Tu vas voir que c'est vraiment très spécifique. Stade numéro 9, c'est lorsque tu places un directeur général dans ton entreprise. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que tu es un directeur général de ton entreprise que toi, tu dois arrêter de bosser et tu peux partir aux Bahamas. C'est pas le cas. Ouais, beaucoup font ça. Qui se fait ça? Quand on entend souvent les grosses entreprises, millionnaires, milliardaires. Qui ça, par exemple? Un exemple. Un exemple, c'est vrai que quand tu me poses la question comme ça, quand tu vois des Elon Musk Elon Musk et tout, ils sont toujours là, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Non, je sais, en fait, c'est ceux qui essaient de vendre le rêve, tu vois. D'accord, ouais. En fait, il faut, ça, c'est super important. Un entrepreneur se dit, je peux jamais me déléguer de mon entreprise. Ouais. En fait, c'est autre chose. C'est qu'il y a 2 casquettes. L'entrepreneur, tout à fait au début, il est dans l'opérationnel. Et du coup, il gère l'opérationnel. Les plaintes des clients, les échus, les fournisseurs, il est dedans. D'accord? C'est vraiment l'opérationnel du quotidien. Tous les jours, il est dedans. Mais à un moment donné, ce quotidien, il doit le déléguer à un directeur, à un CEO. Mais lui, son rôle, c'est autre chose. En tant que patron, son rôle se résume en 4 points. C'est trouver de nouveaux marchés, trouver de nouveaux produits, amélioration des processus et travailler sur le personal branding. D'accord, ok. Ça va? C'est un boulot à temps plein, mais c'est beaucoup plus stratégique. Et le 5e point, c'est trouver la stratégie de l'entreprise. Où est-ce que la société doit être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille plus. Il est aussi salarié quelque part. C'est juste un travail qui est différent. Quoi. C'est un travail différent. Ça lui permet de se concentrer sur la vraie valeur où il peut être utile à 100% parce qu'il connaît tout le business. Et enfin, donc, 9 et 10, c'est lorsque cet entrepreneur devient investisseur. D'accord, ok. Il peut investir dans d'autres boîtes qui potentiellement sont complémentaires à ton entreprise aussi. Et tu peux faire 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est les 10 stades d'évolution d'un entrepreneur. Très intéressant à noter, très intéressant. Et toi, tu as déjà investi dans des boîtes? T'es arrivé au stade 10? Moi, je suis au 8-9 là. Au 8-9? Oui. Incroyable, ok. Donc bientôt, tu vas investir dans des... Ça, c'est un peu l'objectif. Ouais, super. Et il t'a fallu combien de temps pour arriver du stade 0 au stade 8-9? Regarde, j'ai démarré en 2007, on est en 2007 ans. 7 ans. Et je pense que si j'avais été suivi par un mentor ou par un club d'affaires, comme le club d'affaires Business Club EFV, je pense que j'aurais pris des raccourcis. Et t'aurais été plus vite, ouais. C'est ça. Mais après aussi, une fois de plus, le club d'affaires d'accompagnement, ça n'existe pas aujourd'hui, à part le club que je gère, en fait. Ouais, parce que ça c'est un point sur lequel je veux intervenir, c'est que tu offres la possibilité d'être suivi par un coach en développement personnel. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Et un vrai coach, pas tous les coachs que tu vois sur Instagram. C'est un vrai CPI, Certified, je ne sais plus le nom exact, mais en fait, il y a un institut qui forme les coachs. D'accord. Attention, ça, c'est la première question à poser aux coachs pour lesquels vous avez envie d'acheter une formation, voir un peu s'ils sont des vrais coachs. Je demande, est-ce que tu es certifié ou pas? Oui, montre-moi le diplôme. D'accord? C'est important, parce qu'un coach, c'est un métier. Et ce que j'offre aussi, et ça, c'est suite à nos discussions ici en interne dans les coulisses, c'est que les membres qui signent pour la plus grosse formule, pour les accompagner dans leur vente, dans leur marketing, ils vont voir s'offrir une campagne marketing à hauteur d'une valeur de 10 000 euros.
D'accord. Grâce à vous. Grâce à ce que tu t'es grâce à nous. Grâce à nos discussions aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est encore un avantage. Pourquoi? Parce que le marketing, la vente, c'est ce qui fait avancer en fait l'entreprise. Ouais. Ça, c'est important de faire. Et donc, effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que marketing, c'est non seulement la publication, mais c'est aussi analyse de cibles, persona, Bien sûr. faire du contenu de qualité. Tout ça, on fait ça en collaboration avec vous. C'est ça. C'est vrai que ça demande aujourd'hui, surtout à l'heure actuelle, les choses se modernisent, les choses évoluent. Et il y a de nouveaux formats qui sont intéressants. Les cibles sont autre part. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux étaient surtout utilisés par les plus jeunes, mais aujourd'hui, les jeunes deviennent plus âgés, et les âgés se sentent obligés de venir sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le marketing passe du marketing normal au marketing digital. Enfin, il y a les deux. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir être partout, au final. Et ça rejoint un peu la mission du club, à savoir un club d'affaires d'accompagnement. Ouais. Et là, on est presque certain que grâce à une vraie campagne marketing, un vrai produit d'analyse d'études marketing derrière, à hauteur de 10 000 euros, Ouais. On peut presque garantir que l'évolution va être positive d'un n'importe quel entrepreneur qui rentre au club. C'est ça. Et parlons chiffres. Combien pour devenir une machine de guerre, justement? Alors, machine de guerre, il faut avoir un chiffre d'affaires d'1 million d'euros déjà. Ouais. Il faut être entrepreneur, pas déléguer ça à quelqu'un. Et c'est 750 euros par mois. D'accord. Alors là-dedans, il faut savoir, parce que ça peut choquer en fait, ce qui est compris dedans. Il y a plein de Il y a choses. une vraie valeur. Il y a beaucoup de choses. Écoutez bien tout ce qu'il y a, parce que... Alors pour ça, je dois sortir la brochure qui n'est pas à mes côtés, donc je vais oublier des choses. Mais les choses les plus importantes, c'est quoi? C'est pour cette valeur-là, nous allons partir en voyage de 4 jours à l'étranger quelque part, où tout est payé, à part l'avion. Et le voyage de 2025, il est prévu à Val Thorens au mois de décembre, dans un club med, où le matin, nous allons avoir des formations par des orateurs d'exception. L'après-midi, on skie, on fait la fête, et le lendemain, on recommence. Et ça pendant 4 jours. Ensuite, là-dedans, vous allez faire partie d'un club d'investissement, où ça va être des événements organisés dans des hôtels chics, où nous allons, une personne qui va préparer des startups qui ont envie de trouver des fonds, qui vont venir pitcher pendant 2 heures leur projet, et ensuite, libre à chacun d'investir ou investir en groupe par le club. Là-dedans, dans ce prix-là, ce qu'il y a aussi, c'est qu'une vidéo par an, nous allons venir sur place, filmer l'entreprise. Nous allons également, dans cette offre-là, l'accompagnement marketing par votre agence. Nous avons également 12 séances de coaching par un professionnel. Incroyable. Et ensuite, d'autres avantages qui sont compris dans les offres. J'ai pas envie d'en citer parce que je pense qu'il y a encore 15 ou 20. C'est pire qu'un accompagnement, c'est une immersion carrément dans... Si tu as envie d'accompagner quelqu'un pour qu'il évolue, tu es obligé de mettre tout ça en place. Mais c'est la vraie définition d'un accompagnement, c'est vrai. Et pour au niveau du pack starter, tu peux développer un petit peu l'offre. Voilà, moi je démarre, j'ai pas encore de clients. Okay. Donc dans cette offre-là, vous allez avoir accès à la communauté WhatsApp. Aujourd'hui, dans notre communauté WhatsApp, où nous avons divers groupes par sujet, par thématique. Nous avons des groupes sur l'immobilier, nous avons un groupe sur les ressources humaines, sur le marketing, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir accès à ces groupes-là. Dans chacun de ces groupes, vous avez un expert qui répond à... Très intéressant, ça. Qui répond à une problématique. Ensuite, pour les starters, vous avez aussi accès aux séminaires que nous avons filmés lors des événements de club déjà. Donc, le club existe depuis 3 ans, donc nous avons une quarantaine de vidéos différentes sur plein de thématiques différentes. Et vous avez la possibilité de venir assister à un jour lors d'un rassemblement du club où vous avez un programme de divertissement, vous avez des pitchs commerciaux, vous avez des séminaires, vous avez et surtout le réseau qui est monstrueux, quoi, le networking. Et le partage. Et si on sait que vous venez, vous allez être accompagné, vous allez être pris en main, vous n'allez pas être à l'abandon, on va vous accompagner pour que l'événement se passe au mieux pour vous, en fait. Incroyable. Et du coup, vous êtes à Bruxelles? On est à Bruxelles, mais pour les événements, on se déplace. Les événements, chaque fois, c'est dans des endroits différents. Parfois, c'est dans des lieux de... donc, à chaque fois, c'est différent. Et parfois, ça se passe même chez les membres qui nous invitent à organiser les événements chez eux. Super, c'est super. Et du coup, la mission pour ce club, c'est quoi pour toi? Parce que tu m'as parlé de mission de BeBuild, mission chaîne YouTube. Maintenant, la mission de ton club, c'est quoi? Je l'ai déjà dit en fait, mais je vais le répéter. La mission du club, c'est stabiliser l'activité de l'entrepreneur. Ah oui, c'est vrai que tu en as parlé. Stabiliser l'activité de l'entrepreneur, le faire grandir et sortir de l'opérationnel. Et une petite question qui me vient comme ça, quelle est la différence? Enfin, je le sais, mais c'est juste pour qu'on développe. Parce qu'aujourd'hui, tu vois,
moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, on m'orientait vers les incubateurs. Tu vois, on en a ici à Liège et tout. C'est pas mal, mais c'est trop processisé, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce côté, comme chez toi, familial, etc. C'est très process, on suit... Vas-y. Ouais. L'incubateur, ça a été créé par qui? Qui gère l'incubateur? Si c'est la ville? C'est au niveau... c'est l'État. Ouais, c'est la ville, quoi. Alors, tu comprends le contraste? Ouais, Comment voilà. est-ce que l'État, ou ce sont des salariés, des gens qui ne sont pas du tout entrepreneurs, qui peuvent te dire ce que l'entrepreneur doit faire? C'est impossible. C'est ça. C'est vers ça le que je voulais en paradoxe. venir, parce que, tu vois, on avait... moi, je vais pas citer, parce que on va éviter de citer. Mais tu vois, voilà, on avait des coachs. Et alors, tu avais des coachs qui avaient de l'expérience. Mais par exemple, si toi, ton projet, c'est un domaine qui est... Bon, voilà, on parle de podcast, alors que le gars, il a travaillé, je sais pas moi, qu'il a jamais fait de digital de sa vie, bah, c'était ce type de coach qui m'accompagnait, tu vois. Et donc, il pouvait pas m'aider. Et au moment où il devait m'aider, je le formais à mes compétences, quelque part. Et c'est pas méchant et c'est pas de sa faute, tu vois. C'est juste horrible. Mais c'est horrible, comme tu dis. Voilà. Et le problème, c'est que ils ont des collaborations avec les universités, avec tous les institutions de l'État. Et j'ai l'impression que je vais le dire sincèrement, c'est plus pour essayer de ramener un petit peu de sous, un peu beaucoup de sous, que vraiment un vrai accompagnement. Bien sûr. Et c'est dommage. Est-ce que quelqu'un t'a posé la question à la fin de ton cursus, disant, Damien, est-ce que l'incubateur était utile? Donne-nous une note sur 10. Quelqu'un t'a posé cette question. Personne. C'est parce qu'il n'y a pas de capital privé derrière. C'est ça. J'invite tous les entrepreneurs qui regardent à poser cette question-là. C'est ultra important. Ouais. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le RECA. Chaque fois que vous laissez un avis sur Google Maps, c'est votre retour. Ou le restaurateur vient vous voir en disant « Laissez un avis s'il vous plaît, ça serait bien. » Tu vois? Donc, les vrais entrepreneurs le font déjà. À partir du moment où tu ne reçois pas cette question-là, tu sais que derrière, c'est un capital public. Et donc, fuis au plus vite, parce que ça, tu vas perdre du temps. En tout cas, Tass, je te remercie beaucoup pour ce podcast. Tu as déjà un prochain événement de prévu? Il y en a un qui est prévu au mois d'avril, à la fin du mois d'avril. Ok, super. Et ça se passera à Bruxelles? C'est pas encore défini. C'est pas encore défini. On est en discussion. Alors, déjà, si on peut te contacter, on mettra Instagram, LinkedIn, chaîne YouTube. On invite vraiment tout le monde à s'abonner à ta chaîne YouTube, à se connecter avec toi sur LinkedIn et partout. Encore une fois, grand merci à toi. Je pense que ça, c'est un avis vraiment personnel, c'est qu'on voit beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont beaucoup dans la théorie, qui n'ont pas une réelle expérience derrière, tu vois. Et je pense que toi, tu as vraiment beaucoup d'expérience. Et en plus, tu fais des choses pour aider les autres. Et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir se connecter à toi. Donc voilà, ça me fait beaucoup plaisir que tu sois venu. Merci. Et voilà, et n'hésitez pas, comme j'ai dit, à s'abonner à toi, quoi. Merci d'avoir organisé ce podcast. Merci de l'invitation. Et je sais que c'est la première vidéo de ce long podcast pour la chaîne YouTube Les Audacieux. Exactement. Donc bon vent, que tout se passe bien. Et je suis sûr que le besoin est là, la demande est là, la douleur est là. Donc je suis sûr que la chaîne va subsister, créer, et il y aura plein d'abonnés. Abonnez-vous aussi à la chaîne Les Audacieux. Merci Damien. Merci.